Donc nous poursuivons donc nos travaux sur la maladie de Lyme avec une table ronde cette fois sur les outils d'aide au diagnostic de cette pathologie dont nous avons bien compris qu'elle était complexe dans sa transmission. Son dépistage, biologique ou clinique, est capital pour orienter correctement les patients vers une prise en charge adaptée et réactive. Nous accueillons donc pour cette seconde table ronde de cette matinée le professeur Christian Rabaud, infectiologue au CHU de Nancy et président du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur la borréliose de Lyme. Le professeur Catherine Chirouze, vous êtes bien installé parce qu'il y a un petit problème, ça va, ça ira. Infectiologue au CHU de Besançon. Le professeur Yves Maltieri, donc ancien chef de service de biochimie, ancien directeur d'unité INSERM du CHU d'Angers. Le docteur Hugues Gascan, immunologiste et directeur de recherche au CNRS, et le professeur Trottmann, immunologiste, président du fonds de recherche biotique de la Fédération française contre les maladies vectorielles ATIC. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole pour un propos liminaire, puis mes collègues vous adresseront leurs questions avec un impératif qui est de clore cette rencontre à 13h. Donc on commence par vous et puis on va faire tout le tour comme ça. Vous appuyez sur le bouton. Ah oui, excusez-moi. Juste une petite chose que j'ai oublié de dire, excusez-moi. Je l'ai dit à la précédente table ronde, nous sommes sous captation vidéo. C'est-à-dire que l'ensemble est donc visible ensuite sur le site du Sénat. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de cette invitation. Donc vous nous aviez, en amont de cette invitation, adressé, je dirais, deux grands types de questions, l'une portant sur les tests et l'autre portant sur les manifestations cliniques de la maladie de Lyme. Alors, en introduction donc, et en complément de ce qui a pu être précisé, je suis donc infectiologue au CHU de Nancy, donc plus orienté sur la prise en charge clinique des patients que sur la gestion des tests sérologiques, même si, bien sûr, j'utilise ces tests sérologiques au quotidien dans la démarche diagnostique que je peux être amené à apporter et au diagnostic que je peux être amené à porter auprès de ces différents patients. Par contre, sur le deuxième point, effectivement, c'est ma pratique quotidienne que d'être confronté à des patients qui vont présenter un certain nombre de symptômes. Et je reviendrai sur le sujet, puisque vous avez décrit ici un certain nombre de manifestations qui ont pu être démontrées comme étant clairement associées à la maladie de Lyme, mais pour insister sur le fait que la présentation des patients n'est pas toujours aussi simple ou ordonnée et qu'ils peuvent être amenés à se présenter pour plutôt un ensemble de symptômes qui va conduire à une démarche. C'est ce sur quoi je voudrais revenir maintenant. Pour terminer en termes de présentation, effectivement, j'ai été amené à présider ce qui était le PNDS, qui était donc cet axe 3 du plan Lyme, qui avait été confié à la fois à la HAS et à la Société de pathologie infectieuse de langue française, dont je suis un des membres et un ancien président, simplement pour rappeler que ce groupe de travail du PNDS, dont d'autres personnes ici présentes ou auxquels d'autres personnes ici présentes ont pu participer, a mené ses travaux pendant pratiquement une année, d'abord sous la présidence de Jérôme Salomon, qui a dû quitter ses fonctions au moment où il a pris celle de directeur général de la santé, et que j'ai effectivement été amené lors de la dernière des réunions, qui était une réunion où on a essayé de synthétiser et de se mettre d'accord sur l'ensemble de nos propositions, à jouer ce rôle de président et d'essayer de trouver quel était le plus petit dénominateur commun entre les différentes personnes présentes autour de ces travaux, sachant que tout le monde, on va le dire de façon très simple, n'était pas forcément d'accord sur la façon de voir les choses, et je pense que ça sera ce qui va nourrir en partie les questions. Alors si je reviens aux questions que vous nous avez posées en les prenant un petit peu en tant que clinicien dans le sens inverse, si je repars plutôt de la clinique, simplement insister sur le fait que dans notre quotidien, la façon dont nous vivons les choses, c'est que des patients viennent nous voir, le plus souvent en tout cas dans les centres de recours que nous pouvons être, en particulier dans les CHU, viennent avec un ensemble de symptômes et non pas avec un diagnostic déjà établi de maladie de Lyme.
S'ils venaient avec un diagnostic de maladie de Lyme pour lequel la seule question était de savoir quelle est l'orientation thérapeutique ou le choix thérapeutique, les choses seraient sans doute plus simples. Et l'observation qu'on fait, c'est que c'est des gens qui viennent avec un certain nombre de symptômes. On pourrait décrire l'ensemble de ces symptômes si vous le souhaitez, et qui rattachent pour des raisons X ou Y, qui peuvent être, je dirais, dues à la propre vision qu'ils ont des choses ou à la vision qu'ont pu leur proposer soit leur médecin traitant, soit leur entourage. L'idée de se dire, est-ce que l'ensemble des troubles que je présente aujourd'hui pourrait ou non être une maladie de Lyme? Et c'est souvent dans ce contexte-là qu'on est amené à prendre en charge ces patients et donc à avoir une prise en charge qui est une prise en charge pas spécifiquement biologique. Bien sûr, la sérologie va avoir un rôle, mais au-delà de la sérologie, il y a toute une démarche clinique préalable qui nous permet déjà, simplement sur des questions simples et sur un examen clinique approfondi, parfois de réorienter d'emblée le diagnostic en rassurant les personnes sur le fait que ce dont elles souffrent n'est pas une maladie de Lyme, mais telle ou telle autre pathologie qui peut justifier d'une prise en charge spécifique, ou au contraire que cet ensemble de symptômes pourrait s'inscrire entre autres étiologies dans celle d'une maladie de Lyme, et qu'à partir de ce moment-là, on est amené à compléter le bilan, en particulier par des examens complémentaires, au nombre desquels figure la sérologie, pour laquelle la recommandation que nous maintenons en France, et il y aura débat sur le sujet, reste de faire en premier lieu un test de dépistage, qui est un test ELISA, dans lequel on va regarder si le patient a développé ou non des anticorps contre l'agent de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi, et puis qu'on confirmera en termes de spécificité par un Western blot. Et je dirais que dans notre pratique quotidienne aujourd'hui, nous nous limitons à l'usage de ces deux tests qui nous permettent, dans un premier temps, en cas de négativité, de nous conforter dans l'idée que le diagnostic est probablement un autre diagnostic que celui de la maladie de Lyme, et à partir de ce moment-là, de proposer une prise en charge au patient et un parcours de prise en charge qui peut être multidisciplinaire pour essayer de déterminer quelle va être la vraie cause de la problématique présentée par le patient. Et c'est une raison pour laquelle, en particulier à Nancy, mais pas seulement, ma collègue Catherine Chirouz pour Besançon a la même approche et vous en parlera aussi, et d'autres centres l'ont fait en France. On a mis en place, face à ces patients, des prises en charge multidisciplinaires permettant de réunir en un même lieu et en un même temps, et je pense que c'est une chose très importante, une prise en charge qui va mobiliser l'expertise de plusieurs spécialistes en fonction des signes présentés par le patient. Je vais faire simple, un patient présente des signes à la fois neurologiques, une problématique cutanée, une problématique articulaire. Le système de prise en charge un petit peu sectorisé à la française pouvait conduire à ce qu'un patient voit d'abord un neurologue qui lui conseillait de prendre un rendez-vous ensuite chez un rhumatologue avec des temps d'attente de 3 à 6 mois. Le rhumatologue donnait son avis, qui lui-même disait « j'aurais besoin de l'avis d'un dermatologue » qui reprenait éventuellement 3 à 6 mois. Et il y avait un temps pour le patient, un temps d'errance et puis un temps de solitude et d'ignorance par rapport à son diagnostic qui était, à notre sens, particulièrement préjudiciable. Et le fait d'avoir pu mettre en place des parcours dans lesquels on peut mobiliser autour du patient le même jour les différents spécialistes et faire ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire à l'issue du parcours pour tous ensemble essayer de préciser ce diagnostic, a été, à notre sens en tout cas, un apport fort de ce qu'on a pu apporter au quotidien à ces patients. Donc après, si je dois reprendre, mais ça c'est vous me direz, les différentes situations cliniques que vous nous avez proposées, et la place, puisque c'est un des sujets, la place en tout cas de la sérologie face à ces différentes situations cliniques, on est peu amené, nous, en tant que spécialistes, à voir ce qu'on appelle les phases primaires de la maladie de Lyme ou les érythèmes migrants, qui sont en général gérés par les médecins généralistes, qui sont d'une reconnaissance assez simple pour quelqu'un qu'on a eu, entre guillemets, connaissance et en qui on a appris cette pathologie, qui est une pathologie courante, et dès lors, un simple examen clinique justifie d'un diagnostic et d'une prise en charge thérapeutique qui, selon nous, ne justifie en aucun cas de la réalisation de la sérologie, qui, effectivement, dans ces situations-là, peut être négative, mais c'est un fait connu, et qui n'est pas pour nous une limite de la sérologie, puisque la sérologie, pour nous, n'a pas d'intérêt dans ces diagnostics particuliers. Dans les phases ultérieures, avec peut-être là aussi un petit bémol spécifique pour les phases précoces des maladies, des manifestations neurologiques de la maladie de Lyme, on observe que, en tout cas dans notre expérience, quand des patients sont concernés par des manifestations cliniques d'une maladie de Lyme qui s'est installée de façon plus ancienne, la sérologie nous permet pas forcément de faire le diagnostic, et je vais y revenir, mais en tout cas de nous interroger sur le sujet.
Alors, je dis pas forcément de faire le diagnostic, puisque une des limites aussi de l'usage de cet outil, c'est que, on le sait, un certain nombre de personnes qui vont être en contact suite à une piqûre de tique avec la bactérie, avec Borrelia burgdorferi, je reste toujours spécifiquement sur la maladie de Lyme, et pas sur l'ensemble des autres pathogènes qui pourraient être transmis par les tiques, hein, parce que c'est à ce moment-là un sujet bien sûr beaucoup plus vaste. Et on sait qu'au sein des tiques, mais je pense que les personnes que vous avez pu auditionner préalablement vous l'ont indiqué, on peut avoir bien sûr 7 types de bactéries, mais aussi d'autres bactéries, des virus, etc. Donc je reste vraiment dans le cadre nosologique de la maladie de Lyme. Dès lors que ces patients présentent donc une symptomatologie qui peut être en regard, la sérologie va nous permettre effectivement de savoir qu'il y a eu contact, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu contact qu'il y a maladie. On sait qu'un certain nombre de patients, et des études, je dirais, de séroprévalence ont pu démontrer qu'un certain nombre de patients peuvent avoir des anticorps sans présenter de signes. Et si quelqu'un ne présente aucun signe clinique, il n'y a aucune raison, en tout cas à notre sens, de lui proposer un traitement d'une maladie qui, en tout cas, pour nous, n'est pas présente. Il n'y a pas que dans la maladie de Lyme, il y a un certain nombre de pathologies dans lesquelles un contact avec l'agent pathogène peut se traduire par une réponse immunologique, la présence d'anticorps, sans que pour autant il n'y ait maladie, désordre consécutif à cela. Et ça nous paraît très important aussi de rappeler ça, y compris à nos patients, parce qu'on peut avoir des patients qui viennent parce que, pour une raison X ou Y contre laquelle on lutte, mais avec une efficacité pas forcément suffisante, on a fait, dans le cadre d'un bilan standard, une sérologie de Lyme. Parce qu'ils habitent dans une région où potentiellement il y en a plus qu'ailleurs, parce qu'ils disent avoir été en forêt, ils ne se plaignent de rien, et comme on leur fait, je dirais, un cholestérol, on leur fait une sérologie de Lyme. Et une fois que cette sérologie est positive, les patients se trouvent face, entre guillemets, à une difficulté, parce que si la sérologie est positive, donc j'ai un problème. Pas forcément je suis malade, mais j'ai un problème, et à ce moment-là, ils cherchent une solution, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Et on insiste beaucoup, que ce soit dans le parcours ou dans ce cas de figure, sur le fait qu'il est important de prendre et d'avoir le temps nécessaire à expliquer tout ça aux patients, à bien entendre les doléances du patient, à prendre le temps nécessaire à les écouter, à les comprendre et à y répondre. Et pas à se contenter de dire, voilà, vous avez des symptômes, je ne les conteste pas, mais je ne sais pas ce que c'est, allez voir ailleurs si j'y suis et trouver un autre spécialiste. C'est clairement cette situation d'errance qui a pu, à un moment, poser problème, je pense, à beaucoup de patients et sur lequel, en tout cas, la prise en charge qu'on propose tente d'apporter une solution, en particulier avec cette vision pluridisciplinaire, avec ce temps consacré, puisqu'un parcours, ça va être une journée d'hospitalisation de jour, donc ça permet de voir le patient, de faire intervenir plusieurs spécialistes, de faire intervenir un dialogue avec le clinicien, qui avec le psychologue, qui avec l'infirmière, et au moment du RCP, d'avoir quand même une vision globale et d'essayer d'identifier aussi d'autres troubles que ceux dus uniquement à l'effet pathogène de Borrelia burgdorferi pour pouvoir proposer des solutions aux patients. Donc voilà quelques propos liminaires que je ne sais pas du tout après combien de temps je dispose, donc j'ai peur après que tout d'un coup vous me disiez il est 13h, il faut qu'on s'en aille, et que mes collègues n'aient pas le temps de parole. Mais non, mais voilà, je pense que c'était les points en tout cas en introduction sur lesquels je voulais insister, et je serai bien sûr à votre disposition pour répondre davantage ou creuser davantage si vous le souhaitez. Mais il y aura des questions, ne vous inquiétez pas. On passe à votre voisin. Non, mais je vais aller comme ça, on va finir par madame. Très bien, merci. Oui, je me présente, je suis le professeur Maltieri. J'ai malheureusement exercé, enfin heureusement, mais malheureusement maintenant, exercé pas mal d'années au CHU d'Angers, en biochimie, et puis j'ai animé, monté plusieurs unités INSERM sur une thématique différente d'ailleurs de la maladie de Lyme. Je suis biologiste et j'ai été rattrapé un petit peu par ce problème de la maladie de Lyme, parce que je trouve que quelque part, on m'a interrogé là-dessus, mais quelque part la biologie, qu'on a appelée tout à l'heure sérologie, interpelle beaucoup de patients et beaucoup de personnes qui ne savent pas s'ils ont ou s'ils n'ont pas une maladie de Lyme. C'est un vrai problème. Et je pense que la biologie qui est appliquée aujourd'hui pour faire un diagnostic de Lyme, c'est une biologie qui est certes efficace, qui est un petit peu archaïque dans son organisation. Et il faut bien voir que la biologie a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et elle utilise encore dans le diagnostic primaire de la maladie de Lyme quelques tests qui ont quand même tout à fait leurs limites.
Et j'ai un peu du mal à comprendre qu'on utilise encore cette démarche diagnostique biologique standard, qui est de faire une sérologie de dépistage, comme il a été bien précisé tout à l'heure, et à partir de ce dépistage, avec les limites de dépistage, de poser un diagnostic, au moins une démarche diagnostique, de savoir si on en reste là ou si on continue le diagnostic. Faire un test ELISA, ça veut dire tester une seule chose. Un examen biologique répondra seulement à la question qu'on lui pose. Un test ELISA, la question est, la personne chez qui le sérum analysé présente-t-il des anticorps contre... Alors contre quoi? Contre Borrelia? Contre Borrelia burgdorferi, comme il est dit ici? Je ne sais pas. La question, elle est posée par le test diagnostic. Apparemment, aujourd'hui, le test diagnostic, le test ELISA, il est de poser la question Borrelia burgdorferi. Et ça veut dire que si on appelle, ou si on qualifie une maladie de Lyme uniquement en infection à Borrelia burgdorferi, à ce moment-là, on va avoir effectivement un test ELISA qui va être positif à 50%, 60%, 70% des cas, mais qui va laisser 30 ou 40 personnes avec un test négatif qui pourtant vont présenter des signes cliniques dont on a toutes les raisons de penser qu'ils évoquent une maladie, une borréliose. Alors, est-elle borréliose de Lyme ou pas? Je crois qu'il faut faire attention à la définition des mots. Si effectivement un test ELISA, on lui demande de détecter des anticorps anti-Borrelia burgdorferi, il peut y répondre. Mais un test biologique, il ne fait que répondre à cette question-là. Comme ça a été aussi entendu tout à l'heure, on ne peut pas faire un diagnostic en faisant une corrélation nette en disant ELISA burgdorferi positif égale Lyme, point à la ligne. Alors c'est vrai, mais tous les tests négatifs, toutes les valeurs négatives, qu'en fait-on? Il faut bien voir qu'un test ELISA, c'est un test facile, pratique, efficace, mais sensible, et qui va, de par sa sensibilité, générer des faux résultats positifs. Mais les faux résultats positifs, on peut totalement les analyser derrière avec un immunoblot tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Par contre, dans un ELISA, on va avoir beaucoup de résultats négatifs, qu'on va appeler faux négatifs. Faux négatifs parce qu'en réalité, ils sont négatifs, mais pour autant, l'individu va présenter quelque part des signes cliniques et éventuellement une présence d'anticorps, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait bien détectés par le système antigénique qui est présenté dans le test ELISA utilisé. Qu'est-ce qui va générer des faux négatifs? Parce que là est le vrai problème. C'est ça le vrai problème. C'est tous ces gens à qui on va dire, vous avez un test négatif, certes vous avez des signes cliniques, certes vous avez une pathologie, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est et on en reste là et on dit Lyme circulé. Mais c'est peut-être une borréliose avec une autre souche que la souche burgdorferi. Des borrélioses, des borrélias en Europe, je crois que burgdorferi, c'est combien? 50, 60% des cas? Oui, il y a 7-8 souches au total. Il y a 7 ou 8 souches pathogènes. Voilà. Mais des souches pathogènes de borrélia, il y en a d'autres. Encore faut-il, si on veut les détecter, de monter, si on utilise un test ELISA, de monter un test ELISA en utilisant comme antigène de détection les autres souches pathogènes. Donc on est dans cette dualité-là, et ces gens qui ont un test ELISA négatif, on ne leur permet pas a priori de peaufiner l'analyse par un immunoblot, et simplement on les rejette un petit peu du cadre très rigide de Lyme. Donc c'est ça le vrai problème. Alors il est vrai, comme ça a été dit, il y a plusieurs choses tout à fait exactes qui ont été dites précédemment, c'est-à-dire que avoir des anticorps, ça ne veut pas dire avoir une pathologie. C'est vrai qu'il faut autre chose à partir d'anticorps simplement pour développer des signes cliniques, c'est vrai. Il est vrai aussi, là c'est un vrai problème, et quelle démarche diagnostique va-t-on utiliser? Sur un test, sur une infection précoce, les choses sont relativement simples, les signes cliniques sont relativement simples, mais il n'en reste pas moins que 30 à 40% des cas sont négatifs et qui posent problème. Sur les formes chroniques, parce qu'il y a des formes chroniques, les tests biologiques utilisés n'ont plus du tout la même pertinence et la même valeur, puisque l'organisme s'est arrangé tout à fait différemment. Alors pourquoi on a des tests négatifs? Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, parce que je pense qu'on en parlera après éventuellement. Pourquoi on a des tests négatifs? Parce que une infection par une bactérie, Borrelia, burgdorferi une autre, c'est l'agression par une bactérie et c'est par ailleurs également la réaction de l'organisme, bien sûr. Et les signes cliniques, c'est bien autant la réaction de l'organisme
que l'agression de la bactérie elle-même. La capacité réactionnelle de l'organisme à une infection, elle est liée à plein de paramètres. Elle est liée à la personnalité individuelle de l'individu sur sa personnalité immunologique. Elle est liée à un terrain génétique particulier, de sorte qu'il y a des personnes qui se défendent tout à fait bien d'un point de vue immunologique contre des agressions bactériennes ou virales, d'autres moins bien. Et puis elle est liée aussi à des agressions environnementales multiples. J'entends environnementales dans tous les sens du terme. Par exemple, l'interférence avec des co-infections avec d'autres virus ou d'autres bactéries qui vont en même temps se développer en même temps que cette fameuse Borrelia, qu'elle soit Burgdorferi ou pas Burgdorferi. Donc il y a plein de raisons qui font que finalement on est 30, 35%, 40% des individus qui développent une pathologie de type borréliose, je dirais, qu'on n'a pas classé Lyme et qu'on ne peut pas laisser sur le côté uniquement parce qu'on ne sait pas très bien les définir. La biologie, elle peut apporter des précisions, elle peut être peaufinée par rapport à celle qui est classiquement utilisée aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui est un petit peu important. Alors je ne vais pas m'étendre parce que je pense qu'il faut rentrer dans les détails techniques auxquels on peut répondre, mais je pense qu'on verra tout à l'heure. Merci. Merci, Monsieur Gascon. Merci, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, merci de nous accueillir. Je vais essayer d'être assez bref et pour pouvoir répondre ensuite à des questions. Je suis immunologiste de formation. Après avoir fait une thèse à Nantes, je suis allé passer quelques années à Stanford aux États-Unis, avant de revenir aussi sur la région angevine où j'ai été recruté par le CNRS et affecté à la direction d'un laboratoire, une unité INSERM que j'ai dirigée pendant une quinzaine d'années, de même qu'une fédération de recherche qui regroupait environ 380 personnes pendant 10 ans. Parmi les spécificités qui justifient ma présence ici, j'ai aussi animé une plateforme qui produisait des anticorps monoclonaux. C'était à l'époque la seule plateforme reconnue par l'État, donc une certaine compétence autour des ELISA. Et puis, d'un point de vue scientifique, donc je vous l'ai dit, je suis immunologiste, biologiste cellulaire fondamental, et je me suis, pendant 30-35 ans aussi, intéressé à tout ce qui était pathologie chronique, qui était l'une des grandes black box de la médecine, à savoir inflammatoire, dégénérative, infectieuse, auto-immune et tumorale. Et il y a 4-5 ans, je me suis, pour des raisons familiales, intéressé à la maladie de Lyme et j'ai contribué à différentes choses, notamment à animer un projet de recherche qui a donné lieu, il y a maintenant 18 mois, à un brevet déposé au CNRS avec une extension mondiale, qui, à mon sens, donne de nombreuses clés sur la maladie, tant en diagnostic qu'en perspective de thérapeutique. Malheureusement, les controverses font qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à pousser aujourd'hui. Et puis, je me suis aussi impliqué en termes un peu militantisme au travers de la Fédération des maladies vectoriellatiques, présidée par Raouf Gauzy, qui est un médecin de la région toulousaine. Et moi, je suis le secrétaire général de cette fédération qui regroupe environ 150 médecins qui sont impliqués à traiter notamment les formes tardives, disséminées, chroniques, comme vous voudrez, enfin la forme complexe de la maladie de Lyme. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Un ou deux propos liminaires encore avant de rentrer sur les problèmes de diagnostic. La maladie de Lyme, c'est pas nouveau. Et dans les années 80-87, il y a eu des travaux assez remarquables qui ont été faits dans la compréhension. Je vous donne 2 points essentiels. Il y en a un, je vous laisserai une clé, c'est des archives de l'INA. Et vous verrez qu'en 1987, à l'occasion des entretiens de Bichat, il y a eu un reportage télé à un JT de 3 minutes qui explique ce qu'est la maladie de Lyme. On est 30 ans en arrière. Et il y a 30 ans, on disait, ben voilà, c'est des gens qui ont des problèmes articulaires sérieux qui nécessitent des morphiniques. C'est des gens qui ont une fatigue extrême au point de ne plus pouvoir monter 1 ou 2 étages, voire atteindre les toilettes pour certains. Et c'est des gens qui ont des problèmes cognitifs, souvent orientés en psychiatrie, des problèmes cognitifs qui font que vous leur donnez un numéro de téléphone, ils sont incapables de le répéter, vous leur faites faire une soustraction du style 23-15, ils n'arrivent pas à répondre, alors qu'avant, ces gens-là avaient des postes de responsabilité. Donc là, on a les 3 grands traits caractéristiques
caricaturaux de ce qu'on voit et de ce que vous voyez peut-être dans vos circonscriptions et qui ont été repris dans le travail fait à la Haute Autorité de Santé, groupe auquel j'ai participé, et qui justifie beaucoup d'interrogations. Alors, vous savez que la maladie de Lyme, l'agent pathogène, est voisin du pathogène de la syphilis. Et peut-être une des causes des errements, c'est que la syphilis, il y a une forme primaire, secondaire, tertiaire, c'est A vers B vers C. Alors que pour la maladie de Lyme, vous pouvez rentrer directement en A, directement en B, directement en C. Et il faut oublier cette notion de chronologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des formes secondaires neurologiques très graves très rapidement dans les 2, 3, 4 semaines après la piqûre, et d'autres qui vont avoir des formes tardives sans aucun signe primaire des années après la piqûre. Alors une tique, ça peut être gros comme l'extrémité de mon doigt, mais les formes immatures, c'est 1 mm de diamètre, 2 mm, vous ne les voyez pas, ça peut être une petite croûte dans les cheveux, vous ne le savez pas. Donc des tas d'incertitudes qui vont arriver de ce fait. Ce que je veux dire aussi, c'est que parallèlement au travail qu'on faisait au niveau de la Haute Autorité de Santé, il y a tout un groupe américain relevant du département de la santé américaine, donc l'équivalent du ministère de la Santé français, qui a fait un document conséquent de synthèse en direction du Sénat, puisqu'on verra tout à l'heure qu'il y a des problèmes du Sénat américain, j'entends. Il y a des problèmes conséquents de financement, et l'urgence était de faire une loi de finances pour pouvoir lutter contre cette maladie-là. Alors, on l'a traduit en français au niveau de la Fédération française des maladies, contre les maladies vectorielles à tiques. On en a tiré 4-5 exemplaires, je ne sais pas à qui les remettre, vous connaissez peut-être, au président. Voilà, ça résume beaucoup de choses, et vous verrez en le lisant, je vais pas faire l'article, ça reprend tous les grands points qui nous interrogent aujourd'hui, mais les positions sont extrêmement voisines des conclusions de la Haute Autorité de Santé, avec des interrogations, et je dois dire que les nouvelles recommandations anglaises, qui sont le NICE, vont dans le même sens, et à savoir notamment mettre en avant, non pas la sérologie, mais le tableau clinique, tel que je vous l'ai succinctement défini comme étant élément de preuve de la maladie. Alors, une fois ceci étant dit, on a parlé des difficultés de diagnostic, de l'errance des patients qui souvent, en dépit de diagnostics avérés, sont orientés vers la psychiatrie. Et vous imaginez l'impact que ça a sur quelqu'un qui se sent mal et qui va aller en psychiatrie. Les enfants sont principalement touchés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais les cliniciens me diront, je crois que c'est 50% des malades sont des enfants, soit des gamins qui vont gambader dans l'herbe, soit des adolescents pour d'autres activités. Et puis, je vais dire un mot sans affoler les foules, mais c'est un travail qu'on est en train de faire au niveau de la Fédération française des maladies contre les maladies vectorielles à tiques, c'est le problème des suicides. Il y a eu une étude importante qui a été publiée aux États-Unis récemment. C'est 1200 suicides par an avérés en lien direct avec le Lyme, donc des choses qui ont été vérifiées et revérifiées. C'est un travail très bien fait, et on peut penser, en divisant ces chiffres par 5, qu'il y en a un certain nombre en France. On est en train de les recenser au niveau de la fédération. Il y a des tas de questions de justice qui se posent, qui sont sans doute des mauvaises questions, des mauvaises réponses. Ça ne fera pas guère les gens. Alors maintenant, les tests, les ELISA, ce que je veux dire, il y a deux grands types d'ELISA. Il y a des ELISA qui sont apparus dans les années 50, qui sont le fruit de l'introduction en médecine des statistiques bayésiennes. Je vais faire simple, c'est les probabilités P de 1, P de 0, vous avez dû voir ça il y a longtemps au lycée, en prépa, etc. Et qui étaient appliquées à l'épidémio, parce qu'on voulait savoir comment l'épidémie allait évoluer dans le temps, on se projetait. À l'époque, on n'avait pas les moyens au niveau ELISA de pouvoir quantifier ces réactions colorées. Donc on faisait des extrapolations asymptotiques et on est sur des valeurs statistiques. Et statistiques d'être malade. Alors ça, c'est vrai quand le pathogène est vraiment virulent, quand il y en a un seul, quand c'est simple, on peut s'en tirer. La faiblesse de ce système-là, c'est que vos ELISA ne sont pas calibrés. Vous n'avez pas d'ABAC, vous n'avez pas de mètre étalon.
Alors, la situation a changé avec les années 80 et les progrès de la médecine et de la recherche scientifique, où maintenant on sait mesurer toute molécule, on sait la quantifier, la détecter, machin. Et quand vous allez faire vos analyses pour savoir si vous êtes en bonne santé, 90% des analyses, on vous donne des résultats en unités internationales ou en microgrammes ou milligrammes par litre, c'est quantifié. Si vous avez un ELISA pour le Lyme, vous allez avoir positif, négatif ou douteux, parce qu'on est dans cette notion de probabilité. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a, je parlais de la France, 30 ou 32 marques d'ELISA différents, commerciaux. On est dans l'incapacité de les comparer les uns les autres, puisqu'on n'a pas de maître étalon. Personne n'a jamais fait un standard purifié. Donc on part sur des échantillons de sang, des populations de personnes, et on ne peut pas savoir quel est le plus sensible, le plus parfait, à partir de quel seuil de couleur, de densité optique, on peut dire ben là il y a une séropositivité. Donc ça c'est un écueil majeur. L'ANSM qui est en charge de ça se contente de donner des recommandations, je dirais, moins 10 ans d'ordre commercial. Il faut que ça puisse être fait en un minimum de temps, qu'on puisse tester simultanément ça, etc. Mais il n'y a rien sur la pertinence exacte et l'acuité et la sensibilité. Et j'entends pas au sens statistique vrai, pondéral, qui va nous dire vous avez tant de microgrammes d'anticorps dirigés contre Borrelia exactement. Ça n'existe pas. Et donc, tant que ça n'existera pas, on sera toujours très ennuyé pour pouvoir dire, voilà, actuellement, la situation est la suivante. Vous êtes testé avec un kit de la marque A à Marseille, vous pouvez très bien sortir positif. La marque B qui est présente sur le marché de Limoges ou de Lille, qui aura un standard différent, au lieu de faire 1 mètre, il fera 60 cm, ben, vous dire, là c'est le contraire, vous avez une réponse opposée. Imaginez ça au niveau du sida, ça serait juste un tollé. Donc le nombre de faux négatifs est énorme. À ça, il faut rajouter 2 autres causes, donc pas de standard, je viens de le dire. Les 2 autres causes, Yves en a parlé un petit peu, c'est qu'on n'a pas un pathogène, mais 6, 7, 8 pathogènes différents. Et aujourd'hui, aucun kit ELISA ne couvre l'ensemble des pathogènes. Et enfin, le 3e point important, c'est que 20 à 30 personnes des patients ne vont pas développer de réponse anticorps lorsque la bactérie va pénétrer l'organisme. On pourra en parler, ça fait partie de choses qui sont en route, c'est des choses qui sont aussi dans le brevet que j'évoquais. Il y a une part d'immunosuppression tissulaire qui fait qu'un 20-25% des gens, 30 peut-être, ne réagissent pas. Donc tout ça mis bout à bout, vous avez en gros une chance sur 2 si vous êtes piqué et que vous avez une borréliose, que ça sorte par ELISA, pas plus. Maintenant, si ça sort, ça doit être accompagné des signes cliniques. C'est les signes cliniques au vu des décisions de la HAS qui prévalent, qui prévaut, et non pas l'ELISA. Donc on peut s'en affranchir. Je ne vais pas parler des Western blot ni des PCR. Les traitements non plus pour le moment. Je vais juste dire un mot sur la recherche. 22. J'arrête, 12 minutes, je finis. Juste un mot sur la recherche. Le plan Lyme a débuté en septembre 2016. Les derniers financements concernant Lyme, les 2 derniers projets ont été accordés au printemps 2016. Et depuis 3 ans, il y a 0 centime d'accordé sur cette maladie-là en France. À savoir qu'aux États-Unis, là, il y a un consortium énorme autour de Stanford qui s'est créé avec 40 professeurs et qui sont en train vraiment de mettre les moyens. Le domaine est en train de basculer. Et j'arrête. Merci. Monsieur Trottmann. Je pense qu'on est tous là parce qu'il y a un problème dans notre pays. Il y a une controverse importante, une controverse qui se manifeste de différentes façons. Il y a une inquiétude dans la population. Il y a des désaccords entre médecins, des médecins qui disent des choses différentes. Il y a aussi des attaques assez vives qui sont menées d'un camp vers l'autre. Et je pense que pas mal de gens essayent de comprendre, mais pourquoi il y a tout ça ? Moi, je pense qu'à la base de cette controverse, il y a 2 grandes raisons. L'une d'entre elles, c'est quelque chose qui est propre à la Borrélie,
qui est une bactérie assez complexe et qui va entraîner une maladie difficile à tester et difficile à traiter. Donc ça, c'est la partie biologique. Et puis il y a une partie humaine. Il y a à mon avis, sur cette question, deux groupes humains, deux groupes de personnes qui propagent des informations inexactes. Et je vais revenir là-dessus. Alors, sur la partie biologique, pourquoi est-ce que Borrelia est compliqué? Il y a toute une série de raisons. La première, c'est que Borrelia, comme d'autres bactéries, existe sous différentes formes. Il y a la forme spirochète, ça ressemble à un petit serpent, assez grand pour une bactérie, ça fait une vingtaine de microns, alors que la plupart des bactéries en font plutôt un. Donc c'est une grande bactérie. Mais par ailleurs, cette bactérie, quand elle est attaquée, soit parce qu'il n'y a pas assez de nourriture autour, ou qu'il y a des antibiotiques, ou que le système immunitaire l'attaque, donc différentes raisons, cette bactérie va, disons, se recroqueviller, se défendre et entrer dans une forme dormante où elle sera beaucoup moins active, beaucoup plus difficile à traiter. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à Borrelia. Il y a beaucoup de cette forme dormante qui est résistante aux antibiotiques courants et assez classique dans les bactéries. Mais ça existe aussi pour Borrelia, c'est un premier problème. En plus, d'ailleurs, cette forme dormante n'est pas reconnue de la même façon par le système immunitaire que la forme spirochète. C'est-à-dire en particulier qu'il y a des anticorps qui sont générés par le système immunitaire au départ contre la forme spirochète et qui ne reconnaissent plus la forme dormante. Enfin, c'est pas fini, le Borrelia n'est pas éliminé par un traitement antibiotique d'un mois. Ça, c'est quelque chose qui a été abondamment démontré, d'ailleurs à propos, puisque je vais affirmer un certain nombre de choses où je serai en désaccord avec d'autres personnes, je pourrais laisser un document de 3 pages avec les références précises des choses que j'avance, qui sont toutes étayées précisément. Donc, Borrelia n'est pas éliminé par un traitement antibiotique d'un mois, ce qui a été démontré chez la souris, chez le chien, chez le singe. Et c'est quelque chose qui fait problème dans la discussion parce que il y a des gens qui disent normalement des bactéries, c'est éliminé avec cette durée, j'y reviendrai. En réalité, vous savez qu'il y a des maladies bactériennes pour lesquelles il faut des traitements prolongés. Je ne sais pas si vous savez comment est traitée la tuberculose qui tue encore des milliers de personnes chaque jour dans le monde. La tuberculose, actuellement, le traitement standard, c'est 7 antibiotiques en cocktail pendant 2 ans. Et dans un article récent du Monde, il disait, ça y est, on a réussi à raccourcir le traitement contre la tuberculose, on descend à 8 mois. Donc les traitements prolongés aux antibiotiques, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est important. Alors, est-ce qu'il faut donner des antibiotiques à tout va? Bien sûr que non. Les antibiotiques sont toxiques parce qu'ils s'attaquent non seulement aux bactéries qu'on vise, dans la tuberculose par exemple, mais ils s'attaquent aussi à notre microbiote intestinal, ça fait des dégâts. Et d'ailleurs, les traitements antibiotiques contre la tuberculose tuent. Il y a des gens qui sont tués par ces traitements. Mais il y en a encore beaucoup plus qui seraient tués s'il n'y avait pas les antibiotiques. Il faut garder ça en tête. Oui, les antibiotiques sont toxiques. On ne fait pas n'importe quoi avec. Mais autant je suis d'accord qu'il faudrait convaincre les grands éleveurs de ne pas utiliser à tout va des antibiotiques pour faire grossir leur bétail plus rapidement, ce qui contribue à la résistance aux antibiotiques, autant quand quelqu'un a une maladie infectieuse grave, on ne discute plus de savoir s'il faut des antibiotiques ou non. Une autre raison, c'est que Borrelia, on ne la trouve pas dans le sang. Il y a d'autres pathogènes, comme si on attrape le virus du sida, on peut trouver, le virus reste dans le sang en bonne partie, et on trouve des acides nucléiques de ce virus si on cherche dans le sang. Tandis que Borrelia, elle entre, elle se trouve à un moment donné dans le sang, et vite elle va dans des tissus conjonctifs, cartilagineux, et il n'y en a plus dans le sang. Donc si on la cherche dans le sang, on ne la trouve pas, ce qui complique les tests de façon tout à fait objective. Une autre raison, c'est que le Borrelia perturbe profondément le fonctionnement du système immunitaire. Et ça a été très clairement montré chez la souris. Et il y a tout lieu de croire, il y a plusieurs publications qui le montrent, que c'est aussi le cas chez l'homme.
Enfin, aucun des 3 symptômes principaux de Lyme qui ont été mentionnés par Hugues, qui sont la grande fatigue, les douleurs articulaires, les atteintes cognitives, aucun de ces symptômes n'est spécifique de Lyme. En revanche, quelqu'un qui d'un coup développe ces 3 symptômes simultanément, alors là, l'association de ces 3 symptômes peut être fortement suggestif d'une maladie de Lyme, même s'il y a séronégativité. Et un dernier point, c'est le problème des co-infections. Dans la séance précédente, j'ai entendu qu'on ne savait pas très bien quelle était la prévalence des co-infections. En réalité, il y a un article qui est sorti dans un très bon journal l'an dernier et qui montre que dans 85% des gens qui souffrent d'une maladie Lyme, il n'y a pas que Borrelia, il y a co-infection. Donc la co-infection est la règle. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont malades à cause des co-infectants, mais la présence d'autres pathogènes perturbe la réponse immunitaire contre Lyme, et donc il faut qu'on en tienne compte. Maintenant, après la biologie, il y a les causes humaines. Je vais tâcher d'être plus rapide là, mais enfin, c'est des éléments qui me semblent importants de rappeler. Les causes humaines, c'est qu'il y a 2 groupes de personnes, ai-je dit, qui propagent des informations fausses. Le premier groupe, c'est ceux qui disent... par exemple, je vais donner un nom, comme Luc Montagnier, malgré son prix Nobel, que la maladie de Lyme, ça peut se traiter avec des ondes électromagnétiques, ça implique la mémoire de l'eau, des trucs complètement fumeux, et qui sont faux, évidemment. Ou des gens qui disent si vous utilisez le bon complément alimentaire, vous allez vous guérir. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont propagées par des gens qui prétendent savoir comment ça se traite et qui racontent n'importe quoi. Donc, disons des charlatans, et souvent aussi les profiteurs, parce qu'ils le vendent, donc on peut les appeler les charlatans-profiteurs. Bon. D'un autre côté, il y a des gens qui disent que la maladie de Lyme chronique n'existe pas. Alors ces gens-là, ils ne font pas partie du même groupe. Ils détestent même les charlatans-profiteurs, mais ils disent aussi des bêtises. Parce que, par exemple, je lis dans un article qui a été écrit l'an dernier par 2 professeurs de l'Académie de médecine, dont le président honoraire, M. Gentilini. Alors, le titre de l'article, qui est en anglais, c'est « La notion de Lyme chronique est une arnaque ». Et dedans, je lis par exemple « Borrelia, comme tous les spirochètes, est très sensible aux antibiotiques et un traitement court est efficace ». Ou je lis sous la plume d'un autre professeur d'infectiologie à Strasbourg, qui n'est pas M. Joyac d'ailleurs, une fois le traitement fait à base d'antibiotiques, il n'y a pas d'évolution vers une maladie de Lyme. Ça n'existe pas. Si les symptômes subsistent, il convient prioritairement de chercher d'autres causes à ces manifestations. Il y a donc des gens qui affirment que la maladie de Lyme chronique n'existe pas. Ces gens sont en position d'autorité parce que pas mal d'entre eux s'appuient sur l'Académie de médecine. Moi, je leur en veux beaucoup. Je leur en veux beaucoup parce que des gens qui sont en position d'autorité, qui recommandent, par exemple, dans le département de l'Ain, aux médecins de ne pas appliquer les recommandations de la Haute Autorité de Santé, des gens qui disent au pouvoir politique « il n'y a pas de problème, les tests sont bons, les traitements sont bons », eh bien, quelle est la réaction des hommes politiques? Il n'y a pas besoin de faire de recherche, puisque tout va bien. Je trouve que tout professeur et membre de l'Académie de médecine qu'il soit, la responsabilité de ces gens-là est engagée, grave. Pour moi, c'est une faute professionnelle. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, quand, à l'évidence, il y a d'énormes problèmes et qu'il est nécessaire de faire de la recherche et sur les tests et sur les traitements. Et pour ça, il faudra un financement. Donc j'espère que le résultat de ce qui se passera ici débouchera sur des recommandations pour que le gouvernement s'en saisisse et finance une recherche absolument indispensable. Merci. Madame Chirouz. Merci monsieur, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc brièvement, moi je travaille au CHU de Besançon, comme ça a été dit tout à l'heure. Je suis clinicienne, comme monsieur Rabot, et non pas biologiste. Donc j'ai dans les multiples fonctions la prise en charge des patients qui viennent en consultation où on applique, et je ne vais pas y revenir puisque j'adhère à ce qu'a dit monsieur Rabot tout à l'heure, à la démarche diagnostique, et à partir de là des hypothèses diagnostiques qui sont confirmées ou non par des examens complémentaires et un suivi et un traitement qui peuvent se mettre en place.
Dans les fonctions que j'assure, la SPILF, et puis dans le cadre du plan Lyme, on a monté un groupe de travail, et je voudrais revenir sur la recherche, parce que vous avez bien entendu, là, avec la présentation de mes collègues, qu'il y a des positions divergentes, des avis divergents sur les tests diagnostiques, sur la prise en charge des patients, et que la recherche reste quand même un point fondamental dans la maladie de Lyme, avec des soucis de financement, comme l'a signalé M. Gascan. Il n'empêche qu'il faut quand même y réfléchir et essayer de monter des projets. Donc on travaille actuellement, et ce depuis 2 ans maintenant, à monter une cohorte, alors pour essayer d'avoir des données que tout le monde pourra utiliser ensuite pour approfondir et répondre aux différentes questions qui se posent, avec un suivi donc longitudinal des gens qui ont été piqués, pour commencer à la base. Et une approche sans a priori, en se disant qu'on est des cliniciens, on va regarder la clinique. Qu'est-ce qui se passe quand des gens sont piqués par une tique et qu'on les suit? Alors, vous allez bien comprendre que les contraintes budgétaires vont faire qu'on ne va pas pouvoir les suivre 10 ans, 20 ans, malheureusement, mais qu'on va les suivre un temps relativement long. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Et est-ce que c'est différent de ce qui se passe dans la population des gens non piqués par une tique? Et ainsi, on va pouvoir avoir des données cliniques, certes très importantes, descriptives, mais qu'on va pouvoir comparer à d'autres groupes de population. Et en même temps, on va faire des prélèvements, bien entendu, de façon itérative dans le temps, pour regarder, faire une biobanque, comme on appelle, que l'on pourra après réutiliser en fonction de ce que l'on veut chercher par ailleurs. Donc il y aura une biobanque de sang, et puis il y aura une biobanque de tissus cutanés, puisqu'on veut faire des biopsies cutanées aussi, puisque la porte d'entrée de la maladie de Lyme et des zoonoses transmises par piqûre de tique, c'est la peau. Donc, pour essayer de combler un peu la physiopathologie et de tout ce qui manque dans cette maladie et qui devrait, alors avec le temps que cela prendra bien entendu, permettre de répondre à certaines questions et d'avancer dans les problématiques soulevées par les autres personnes autour de cette table. Donc ça, c'est très important. Alors nous, on va déjà commencer, on a prévu de faire de la recherche. Vous avez vu Madame Vessier tout à l'heure, donc elle fait partie de ce travail multidisciplinaire pour essayer d'avoir sur les pathogènes une approche sans a priori, c'est-à-dire chercher un petit peu tous les pathogènes que l'on a déjà pu et que l'INRA a pu identifier avec les nouveaux outils qu'ils ont mis au point dans la tique. Nous, on va le passer sur la biopsie cutanée, dans le sang. Il y a aussi évidemment le CNR Borrelia qui est associé à ce travail, une partie entomologie sur les tiques, parce qu'on sait que les tiques contiennent beaucoup d'agents infectieux. Et est-ce que tous ces agents infectieux sont transmis à l'homme pour partir sur la piste d'éco-infection? Est-ce que toutes les tiques sont compétentes pour transmettre ces agents infectieux? Est-ce que Ricinus peut transmettre telle Borrelia qui est décrite dans d'autres pays, mais ce n'est pas Ixodes ricinus, mais c'est Persucaltus qui est présente en Russie, par exemple, ou aux États-Unis, qui est en autre espèce de tique, donc une compétence vectorielle différente. Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on avance. Et la recherche, je pense, est un point important pour répondre à nos patients, qui sont notre problématique du quotidien, effectivement. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens chez qui, voilà, après un parcours multidisciplinaire, on n'arrive pas à poser un diagnostic et qui ont quand même un handicap certain, parfois qui s'aggrave au cours du temps et à qui il faut répondre sur le plan médical, sur le plan de l'accompagnement thérapeutique pour que ces gens ne se laissent pas un peu sentis pour laisser tomber un peu par le système de santé. Et ça, c'est une vraie problématique clinique au quotidien. Alors, il y a les centres de référence qui vont un peu structurer potentiellement cette prise en charge, je l'espère, l'homogénéiser en tout cas sur le territoire pour que tout le monde puisse avoir accès à la même prise en charge dépendant du financement qui sera accordé à tout cela. Mais il y a un gros travail effectivement à faire sur la problématique, les polémiques qui sont sur le diagnostic et la prise en charge des patients pour qu'on puisse leur répondre nous-mêmes en consultation quand on les voit et leur dire, voilà, maintenant on est arrivé à ce diagnostic-là, quel qu'il soit, il faut l'accompagner et il faut traiter ces gens-là. Donc maintenant, je laisse la parole au débat. Merci bien. Donc nous allons passer aux questions et je passe j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inscrits pour l'instant. Madame Doineau. Merci à vous toutes et tous en vos places et qualités de nous avoir expliqué vos travaux et vos recherches. Et on sent bien que la recherche et le développement, c'est là sans doute la question. Alors si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est parce que le Président a accepté exceptionnellement
qu'on s'organise autour d'une maladie, ce qui n'est pas souvent le cas ici au Sénat. Mais j'ai souvent rappelé à notre président, et comme beaucoup d'entre nous, que cette maladie était l'objet de beaucoup de courriers que nous recevions en tant que parlementaires et que nous n'arrivions pas à y répondre convenablement. Aussi, c'est pour essayer de comprendre que vous êtes là aujourd'hui et que nous avons organisé cette table ronde. Et je remercie tous les protagonistes de cette organisation. Vous avez, en tout cas, les uns et les autres, commencé à indiquer pourquoi il y a des différences entre vous, entre ceux qui sont en connaissance de cette maladie. Je voudrais en particulier comprendre pourquoi il y a une absence de consensus sur la notion de symptomologie, de syndrome persistant polymorphe après une piqûre de tique, ce qu'on appelle le SPPT. Pouvez-vous nous expliquer les raisons contradictoires qui ont amené les uns et les autres à avoir des avis différents, sachant que la notion de syndrome valide l'existence d'une chronicité de la maladie de Lyme, et on a vu que c'était ça qui faisait défaut. Et moi, je me dis, mais quid de l'intelligence collective? Parce qu'il y a le patient au cœur de tout ça, il y a celui qui souffre, il y a celui qui est en difficulté, et vous mettre autour d'une table, comme ça a été fait avec la haute autorité et puis le SIFL, c'est ça? SPIFL. Ça, j'ai du mal à retenir. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conclusions qui soient convergentes. En tout cas, la recherche d'un dénominateur commun. Ma deuxième question porte sur ce que vous avez dit, professeur Rabault, sur la pluridisciplinarité, la recherche avec plusieurs professionnels de spécialités différentes dans ces centres régionaux. Alors, je m'interroge déjà sur le nombre de centres dont on dispose en France. Bon, je vois qu'on me fait un petit signe, 5. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que dans ces mêmes lieux, en même temps qu'on établit un diagnostic pluridisciplinaire, eh bien, on part sur la recherche? Est-ce que les médecins généralistes, en troisième point, sont-ils assez formés? En tout cas, est-ce qu'ils ont régulièrement des communications savantes pour leur expliquer qu'il y a ces centres, qu'ils peuvent les contacter, qu'ils peuvent éventuellement peut-être aller y faire des formations aussi pour mieux détecter la maladie sur leur territoire? Enfin, je m'interroge sur la capacité de réaction sur l'ensemble de la France par rapport au diagnostic de cette maladie. Merci. Oui, allez-y. Non, c'est bon. En principe, je fais comme ça. Vous m'avez interpellé déjà sur une question précise sur les centres. Alors, sur les centres, aujourd'hui, la modalité de prise en charge que j'ai décrite est une modalité de prise en charge qu'on a développée localement, mais on n'a pas été les seuls à la développer. Et vous trouverez aujourd'hui, mais de façon encore non officielle, et je vais y revenir, de telles organisations, en tout cas dans la région que je connais bien, qui est le Grand Est, tant à Besançon qu'à Strasbourg en particulier, où ces modalités de prise en charge sont maintenant proposées avec ce parcours multidisciplinaire qui permet aux patients d'accéder en un seul temps à une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet quand même d'avancer et de répondre à un certain nombre de ces interrogations. Je dis pour l'instant, puisqu'il y a un appel d'offres en cours, comme vous le savez peut-être, qui projette à l'initiative de la DGS de créer 5 centres de référence en France, associés à des centres de compétences, qui seront des unités dans lesquelles ce modèle peut complètement, pour les centres de compétences, être reproduit. Après, les centres de référence tels que proposés par la Direction générale de la santé auront, en plus de cette prise en charge, une coordination et une organisation au niveau de la recherche, y compris en prenant en compte ce qui se passe dans les centres de compétences associés, de façon à ce qu'on puisse thésauriser l'ensemble de la recherche et progresser ensemble. Donc c'est juste un éclairage. Alors je dis c'est très d'actualité puisque la date de dépôt des centres de référence est au 31 mars 2019, donc c'est dimanche. Et la DGS, mais je ne suis pas la DGS, donc il faudra leur demander à eux, prévoyait au départ de labelliser 5 et de financer 5 centres de référence en France et de labelliser via les ARS plus de centres de compétences. Donc ça, c'est vraiment sur l'organisation. Pour ce qui est de la formation, et je finirai après sur votre première question, pour votre formation, il y a bien sûr à la fois dans les études médicales un temps qui est consacré, pas spécifiquement d'ailleurs que à la maladie de Lyme, mais donc ce qu'on a bien vu qu'il
y a un problème sémantique sur le sujet de la maladie de Lyme. Aujourd'hui, la maladie de Lyme, telle qu'elle a été décrite historiquement, c'est bien la conséquence d'une infection à Borrelia burgdorferi. Pour autant, et je ne nie pas ça du tout, d'autres maladies peuvent être transmises par les tiques. Et d'autres zoonoses existent, etc. Mais là, on voit bien que si on ne parle pas forcément de la même chose, y compris en termes de diagnostic, on peut être amené à des incompréhensions parce que pour diagnostiquer alors, des maladies qui sont très à distance, mais comme les encéphalites à tiques, par exemple, qui peuvent être transmises par les tiques, c'est des maladies virales et bien sûr, le diagnostic est différent. Enfin, c'est de la sérologie aussi, mais c'est quelque chose de différent. Donc là, il y a un sujet, savoir de quoi on parle, et ça me permet de revenir sur votre première question, qui est celle qui a été appelé dans ce qui est devenu la recommandation de la HAS, ce syndrome persistant post-maladie de Lyme. Là encore, la difficulté est de savoir dans quel sens on prend les choses. C'est-à-dire que personne ne nie, en tout cas pas moi et dans mon entourage immédiat, le fait qu'un certain nombre de patients présentent aujourd'hui un certain nombre de symptômes. Alors, on a cité des points éventuellement cardinaux qui peuvent être la fatigue, qui peuvent être des troubles neurologiques, qui peuvent être des troubles articulaires, mais d'autres troubles aussi. Et ils sont gênés dans leur vie de tous les jours par ces symptômes. Et par suite, cherchent une réponse, à savoir, est-ce qu'on en connaît la raison de ma problématique? Elle peut être multiple. Et si on en connaît la raison, est-ce qu'on peut me proposer une aide? Si on raisonne dans ce sens-là, et c'est un peu le sens de ces parcours multidisciplinaires, si on part effectivement du symptôme et de la doléance du patient, qu'on prend le temps d'écouter avec l'empathie nécessaire, eh bien on peut arriver à des diagnostics qui peuvent être éventuellement la maladie de Lyme, éventuellement d'autres maladies véhiculées par les tiques, et éventuellement d'autres maladies qui n'ont strictement rien à voir avec ça, et pour lesquelles des traitements existent ou n'existent pas, parce qu'il n'y a pas que dans le domaine de la maladie de Lyme que tout n'est pas encore découvert. Donc dès lors qu'on est dans cette orientation-là, je crois qu'il n'y a pas de... Personne ne conteste l'existence de tels patients. Là où il y a une difficulté, c'est de savoir, en tout cas pour nous, que parmi ces patients, certains relèvent effectivement de la maladie de Lyme, d'autres pas du tout. Et qu'il faut savoir, entre guillemets, avoir cette neutralité au départ dans la prise en charge diagnostique, de façon à ne pas se bloquer. Et on a discuté de traitement antibiotique, la durée du traitement, etc. Je ne suis clairement pas d'accord, mais ce n'est pas le sujet de savoir sur la durée du traitement, pourquoi 1 mois, pourquoi 3 mois, pourquoi 6 mois. Mais à l'inverse, si on part du principe que le patient est étiqueté au départ Lyme et bénéficie pour cela d'un traitement prolongé, ça a été dit aussi, il y a des effets secondaires. À l'inverse, il n'y a pas de raison non plus qu'il soit étiqueté a priori non Lyme, au seul prétexte que, à titre personnel, on n'y croit pas ou pas. La neutralité et l'abord scientifique et froid du médecin par rapport aux symptômes doit rester. Mais je crois que la porte d'entrée, ce n'est pas forcément Lyme. Si on attache tout de suite ces symptômes et Lyme, quelque part, on se limite dans les choix. Et dans ce qui avait été écrit dans cette tentative de PNDS qui est devenue recommandation HAS, c'était l'idée de dire, voilà, face à ces symptômes, il y a une batterie d'examens et d'étiologie à mettre en œuvre pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Mais au final, pour certains d'entre eux, ce sera de la maladie de Lyme, et pour certains d'entre eux, ils bénéficieront d'un traitement de la maladie de Lyme. Il n'y a pas de chapelle anti-Lyme ou non-Lyme et Lyme. Mais c'est la porte d'entrée, et notre approche, en tout cas clinicienne, c'est de dire, voilà, on part vraiment de la symptomatologie du patient et on l'explore dans toutes les pistes qui nécessitent d'être explorées. Répond celui qui le souhaite maintenant. Un commentaire. J'apprécie ton œcuménisme, Christian. Effectivement, ça a été un petit peu le mode de travail pendant les 18 mois. À l'issue de la rédaction du document, il y a pile poil 1 an, en février-mars, on arrivait à un PNDS. Et on a vu, après que ça a été relu par toutes les sociétés savantes qui ont donné leur accord, on a vu tout d'un coup arriver des positions très véhémentes, notamment de la SPILF, disant on renverse la table, tout ça n'existe pas. Et ce camp du déni que décrivait Alain se radicalisait. Alors lorsqu'on discute avec nos collègues à droite à gauche, ce qui les gêne finalement, au-delà que ça peut être plusieurs maladies et des co-infections, et ça on en est tous convaincus, c'est la sévérité des symptômes. Et ils nous disent, mais la fatigue c'est quoi? Avoir mal au dos c'est quoi? Être fatigué dans sa tête c'est quoi? On l'a tous été un jour. Vous jardinez, vous faites je sais pas quoi,
vous avez goûté un peu trop le vin blanc la veille au soir. Tout le monde va être confronté à ça. Et c'est de définir des symptômes qui sont la sévérité des symptômes et de pouvoir les étalonner et qu'ils soient présents simultanément. Et ça semble poser des problèmes à certains collègues de l'Académie ou de l'Est de la France, sous prétexte que ça pourrait ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Mais c'est quantifiable, et ça, c'est une des grandes raisons du déni. Je vais faire un deuxième commentaire sur la recherche. La recherche, il ne faut pas se tromper. La recherche, c'est un peu comme le football. Vous avez des gens qui jouent en Coupe d'Europe et des gens qui, le dimanche matin, jouent en 4e division. Et je crois qu'il est préférable, face à une épidémie comme ça, que les animateurs de la recherche soient des gens confirmés. On a en France la chance d'avoir des institutions comme le CNRS, comme l'INSERM, comme l'Institut Pasteur depuis 130 ans, qui est toujours présent aux grandes épidémies. Et c'est peut-être vers eux qu'il faut se tourner pour faire le travail de recherche. Parce qu'aujourd'hui, les malades chroniques qu'on souhaite voir apparaître dans une cohorte pharaonique avec plusieurs milliers de personnes et un budget qui a été évoqué précédemment de 5 millions d'euros, ça va endiguer toute autre possibilité de recherche. Et moi, personnellement, compte tenu des faits que ces malades-là, on sait où les chercher aujourd'hui, qui sont définis dans la littérature internationale, je suis férocement opposé à cette notion de cohorte. Pour le moment, une cohorte, c'est bien lorsqu'on connaît la maladie, et on reprend l'exemple du sida. Les cohortes sida, une fois que le virus a été connu, et la maladie compris, les premiers traitements arrivés, les cohortes sida ont apporté énormément dans les traitements à long terme, mais quand on ne comprend pas et qu'on ne sait pas où on va, on risque d'aller nulle part. Donc je crois beaucoup plus à des appels d'offres qui peuvent être peut-être conjoints entre le ministère de la Santé et l'enseignement supérieur et de la recherche et qui soient thématisés. Et pour finir, je vais rappeler qu'il y a dans le plan Marisol Touraine l'axe 5 du plan, qui n'est toujours pas vivant, qui est une commission recherche qui doit s'emparer justement du problème, qui a été abortive dans le bureau de l'ancien directeur général de l'INSERM et qui n'existe toujours pas. Et tant qu'on n'aura pas ce groupe de travail qui permette de lancer des appels d'offres thématisés avec environ des budgets que j'évoquais, on n'avancera pas. Merci. Oui, si vous souhaitez, madame, pas de problème. Merci bien. Alors, pour revenir sur ce que disait M. Rabault et le SPPT, qui effectivement a été un sujet de longue discussion au PNDS auquel j'ai aussi participé, effectivement, ce qui est gênant dans une approche clinique, c'est de partir en se disant que des symptômes peu spécifiques, comme ça a été dit, tout à fait, la fatigue, les troubles articulaires, les troubles cognitifs, que simultanément, c'était plus évocateur d'un Lyme que de toute autre chose. Dans la pratique clinique, ces troubles sont très fréquents, parfois fluctuants dans le temps, sont associés à plein de pathologies et le risque aussi que l'on peut voir en étiquetant ces patients maladie de Lyme chronique, même si j'adhère pas du tout à ce vocable, c'est de les enfermer aussi dans un parcours de soins qui n'est pas celui qui leur convient. Donc il y a aussi ce risque-là à côté qu'il ne faut pas oublier et que dans nos consultations qu'on voit pour des patients qui viennent pour des symptômes multiples, somatiques, invalidants, on ne le conteste pas. On a 10-15% de patients chez qui on diagnostique une borréliose de Lyme, donc due à Borrelia burgdorferi cinculato, qui comprend plusieurs espèces. Et il y en a aussi d'autres qui ont d'autres pathologies, parfois neurologiques, parfois rhumatologiques, parfois cancérologiques. Et il y en a d'autres pour lesquels, comme disait M. Rabault, on n'a pas de diagnostic. Il est tout aussi important de les accompagner. Donc, à titre personnel, moi, je n'ai pas signé effectivement le PNDS, c'est écrit à la fin, parce que je ne suis pas d'accord avec cette entité de SPPT qui ne sont pas spécifiques et qui ne permet pas d'avancer pour les patients puisqu'il les enferme dans un parcours de soins qui n'est pas adapté à leurs problématiques. Ensuite, je voudrais revenir sur la recherche. Bien entendu. Alors, dans l'axe stratégique du plan 5, l'axe stratégique 5 du plan, il est bien mentionné que les cohortes sont un outil méthodologique qui doit être mis en place pour effectivement répondre à de multiples questions sur la borréliose de Lyme. C'est ce qu'on a fait aussi dans le VIH. Alors bien sûr, j'étais beaucoup plus jeune, mais
aux États-Unis, on a commencé par observer ce qui se passait chez des gens qui étaient atteints du VIH et on a décrit. Et la cohorte fait partie d'un des outils méthodologiques pour décrire ce qui se passe, observer les phénomènes de façon objective et ensuite pour pouvoir proposer d'autres axes de recherche quand on a commencé à avoir la base. Et ce qui nous manque dans la borréliose de Lyme, potentiellement, c'est quand même beaucoup de descriptions cliniques de ce que sont nos patients et ce qu'ils deviennent. Et ça, c'est l'objet beaucoup de polémiques parce qu'on n'est pas tous d'accord, parce que le cadre nosologique n'est pas bien défini. Et on revient à ce problème de sémantique de départ, et je pense qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Merci. Donc je vais passer la parole aux collègues. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, par rapport au fait que vous êtes opposé aux cohortes et vous avez pris l'exemple de la Coupe d'Europe, que si nous avions la chance de récupérer 1 an de salaire des 11 joueurs du PSG, on pourrait, pendant 4 ou 5 ans, financer la recherche française. On est d'accord. Oui. Madame Gréaume. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les interventions. Mais je pense, à mon avis, que vous venez de répondre à ma question. Il semblerait que le Collège national des généralistes enseignants a conseillé à tous les médecins de ne pas tenir compte des recommandations officielles dans le traitement de la maladie de Lyme. Pourriez-vous donner des explications à cette décision, sachant que les conséquences relatives à cette maladie, lorsqu'elle n'est pas traitée, peuvent être très lourdes, notamment en neurologie. Voilà. Juste apporter un point d'éclairage, pas sur le CNGE que je ne représente pas, mais simplement pour dire qu'effectivement, comme l'a dit Catherine Chirouz, et comme d'autres, y compris ici présents, les recommandations qu'on a faites n'ont pas été signées parce que sur certains points, ça ne veut pas dire qu'elles étaient forcément entièrement refusées par les uns et par les autres, et d'ailleurs ce n'est pas forcément les mêmes points qui conduisaient les uns et les autres à ne pas les accepter dans leur entièreté. À l'issue de ça, le directeur général de la santé a demandé à différentes sociétés savantes, auxquelles s'associent les généralistes, de revoir et de reproposer des recommandations. C'est un travail en cours. Alors, à partir de ce moment-là, on est dans une situation un petit peu complexe. Je ne suis pas le directeur général de la santé, je n'ai pas organisé, etc. Mais c'est vrai que pour des sociétés qui, à la fois, sont dans la réécriture de certains points, appliquer, c'est compliqué, et ça a été l'objet d'une question au comité de pilotage dans lequel le directeur général de la santé a d'ailleurs dit, j'insiste sur le sujet, jusqu'à preuve du contraire, les recommandations de la HAS sont les recommandations reconnues par la direction générale de la santé, mais pas forcément par les sociétés savantes. C'est un mode de fonctionnement qu'on peut regretter, mais voilà qui est celui-là. Sois complet, tu as assisté à la réunion avec la présidente de la HAS. Elle a été encore plus précise sur ce point-là. Il n'y aura pas de révision des recommandations de la HAS par la SPILF. Par la HAS. Il y a une commande du DG. Il faut bien qu'on fasse débat là-dessus. C'est peut-être pas le lieu. Je vais passer la parole donc, à quelques sénateurs maintenant, parce qu'il y en a beaucoup d'inscrits. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Notez les questions, parce que les gens... Merci à tous pour vos interventions. Nous avons bien compris l'importance de la clinique. Néanmoins, je vais revenir sur les tests de dépistage en vous posant quelques questions précises. Dans la mesure où le test ELISA peut conduire à des faux négatifs, ne faudrait-il pas systématiser le test Western blot en cas de symptômes persistants ? Et dans ce cas, l'assurance maladie ne devrait-elle pas le prendre en charge, puisqu'aujourd'hui, si le test ELISA est négatif, le Western blot n'est pas pris en charge. Pour les patients dont la sérologie est négative et présentant des symptômes persistants, la recherche d'ADN de Borrelia par la réaction de polymérisation en chaîne ne devrait-elle pas être proposée, Et quelle est la fiabilité de ces tests ? Compte tenu de la mobilité de Borrelia, et vous l'avez dit, elle ne reste pas forcément dans le sang. À ce moment-là, où effectuer le prélèvement dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien afin de s'assurer que la recherche par PCR soit fiable. Que pensez-vous aussi des nouveaux tests qui suscitent un certain espoir, tels que le test urinaire, Nanotrep Lyme Antigen Test, dont la phase de développement a été accélérée par l'agence américaine FDA, ou le test de recherche du bactériophage spécifique de la Borrelia. De même, que pensez-vous des tests très décriés par la communauté scientifique et utilisés notamment en Allemagne, comme le test de la goutte épaisse ou le diagnostic bioénergétique pratiqué à Rostock en Allemagne? Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire carrément ces tests au niveau européen, des tests qui sont très onéreux? Enfin, que pensez-vous des autotests?
qu'on peut trouver facilement aujourd'hui, y compris dans nos officines de pharmacie. Enfin, j'ai une question subsidiaire. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le plan maladie de Lyme de 2016, en disant qu'il n'y avait pas eu de financement depuis. J'ai regardé rapidement ce plan. Je n'ai pas trouvé effectivement d'affichage en termes de financement inscrit clairement dans le plan. Vous avez évoqué tout à l'heure 5 millions de recherches, si j'ai bien compris. C'est un chiffre qui a circulé dans les discussions. Oui, comme il n'est pas affiché dans le plan, évidemment, ce qui est drôle, et là, ça sera une remarque impertinente de ma part, quand un conseil départemental élabore un schéma, que ce soit pour l'autonomie ou la protection de l'enfance, la Chambre régionale des comptes se fait un malin plaisir à reprocher à la collectivité de ne pas y avoir mis les moyens financiers en face. Donc, encore une fois, l'État impose à une collectivité ce qui ne s'applique pas à lui-même. Voilà. C'est la Chambre régionale, c'est pas la Cour. La Chambre régionale, pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Alors, beaucoup d'informations ont déjà été données sur les tests ELISA. J'ai beaucoup appris ce matin. Donc, une question d'ordre statistique. Est-ce que vous pourriez rappeler l'évolution du nombre des tests ELISA et Western Blot, donc WB, en France au cours des 5 dernières années, et quel est le coût respectif de ces tests? Il vient d'être rappelé que le test WB n'était pas remboursé. Bon. Deuxième question, il semblerait, alors je viens sur le sujet de la recherche, que l'Agence nationale de la recherche française finance des essais, alors cette fois-ci sur des tests cutanés, pour la détection donc de la Borrelia. Quel est l'état de la recherche en la matière? Existe-t-il d'autres recherches en France ou à l'étranger sur la mise au point de tests de dépistage plus fiables et plus sensibles? Troisième question, compte tenu, donc, on a bien compris, des insuffisances des tests sérologiques actuels et de la possibilité qu'un érythème migrant n'apparaisse pas en dépit d'une infection, ne pensez-vous pas que la priorité doit rester la sensibilisation des médecins? Alors, je pense bien sûr en particulier aux médecins généralistes, aux indices cliniques de Lyme, même en cas de sérologie négative. À cet égard, êtes-vous satisfait des tableaux cliniques qui sont proposés par la recommandation de la Haute Autorité de Santé? Merci, Madame Grelet-Certenay. Merci, Monsieur le Président. Alors rapidement, effectivement, puisque là encore des questions, pas mal de choses ont été abordées. Je m'interrogeais plus particulièrement sur la spécificité, sur la complexité des difficultés que vous décrivez en matière de traitement, de dépistage, de controverses, etc. Et donc, est-ce que c'est une spécificité française? Bon, vous avez décrit effectivement des choses concernant des recherches qui étaient faites dans les autres pays. Manifestement, l'Allemagne serait plus en avance aussi que nous sur le traitement, le dépistage, etc. Donc, c'était une de mes questions, une réflexion. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Sur donc le coût, vous avez répondu 5 millions d'euros. Est-ce que la sécurité sociale refuse bien souvent de prendre en charge des soins? Donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a toujours ce déni, là encore? Et puis, s'agissant des ARS, est-ce que des actions, à votre connaissance, est-ce que des actions de prévention sont prévues via des recueils, par exemple? C'était une de mes questions également. Est-ce que vous avez une cartographie détaillée, département par département, des zones contaminées par les tiques porteuses de la maladie? Merci de vos réponses. Madame Guillotin. Oui, merci en tout cas pour les précisions et la clarté, des débats, même si on a bien compris qu'il y avait beaucoup de zones de discordance en tout cas. J'ai quelques questions très précises, mais Corinne Imbert l'a posée. C'est effectivement sur la pertinence du remboursement en première intention du Western Blot à partir du moment où on sait que le test ELISA était pas un test ni sensible, donc voilà. Est-ce que c'est un problème de remboursement de Sécu ou est-ce que médicalement, il n'y aurait pas un intérêt plus grand en fait, à le mettre en remboursement en première intention? La deuxième question était sur est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour pouvoir dépister au niveau sanguin par de nouveaux tests les nouvelles espèces, enfin les espèces de Borrelia qui pourraient être éventuellement source de pathologie, puisque là, si j'ai bien compris, il n'y aurait qu'une souche qui puisse être en ce moment dépistée, de manière clinique en tout cas. On voit qu'il y a deux catégories de patients. Je voudrais prendre la première catégorie, les symptomatiques avec anticorps positifs, qui sont classés d'office visiblement comme des patients
malades. Or, je pense qu'il y a dans cette catégorie-là des patients non malades qui peuvent présenter des symptômes cliniques avec des anticorps positifs, mais ne pas être des patients malades. Donc je pense qu'ils sont traités systématiquement ou pas, c'est la question que je pose. Et s'ils le sont et qu'il y a un échec au traitement, qu'est-ce qu'on fait de cette cohorte-là et de ce petit pourcentage de patients, combien ils sont, est-ce qu'ils sont nombreux? Et dans le cas inverse, les patients symptomatiques du coup et anticorps négatifs, est-ce qu'ils représentent une grosse partie? Vous avez dit qu'ils étaient suivis dans une cohorte pluridisciplinaire. Est-ce qu'ils sont suivis sur un temps long? Est-ce que c'est méthodologique? Est-ce qu'il y a des sorties positives sur pathologie dermatologique diagnostiquée, pathologie neurologique autre, voilà. Et enfin, dernière question, c'est concernant les formes, ce que certains appellent donc des formes chroniques. Quelle est la définition exacte de la forme chronique? Et est-ce que ce ne seront pas tout simplement des formes tardives, compliquées, non diagnostiquées? Et enfin, concernant la recherche fondamentale, un point, est-ce qu'il y a une recherche fondamentale sur l'environnement? C'est-à-dire, on parle de la prévention sur l'humain. Est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui de traiter l'environnement, que ce soit les jardins ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une recherche qui est faite sur les environnements et les zones où on retrouve beaucoup de tiques sur certains territoires? Merci. Monsieur Chassaing. T'as pas de son. Oui, merci aux professeurs qui nous ont fait l'exposé. Donc les questions que je voulais poser ont été posées par Madame Guillotin concernant la généralisation au départ du Western Blot et puis Corinne Imbert. Donc ce qui est très clair, c'est que dans les phases primaires, bon, il y a l'érythème, donc là on fait un traitement, mais quel traitement? Puisque j'ai entendu le professeur Troutman qui a dit que il fallait traiter peut-être beaucoup plus longtemps. Moi, je pensais qu'il fallait traiter 15 jours avec 3 grammes d'amoxicilline. Enfin, bref. En ce qui concerne la phase secondaire et tertiaire, bien sûr que la prise en charge pluridisciplinaire paraît tout à fait favorable pour le patient, avec la biologie, la clinique, l'expérience aussi des différents praticiens. Parce que souvent, lorsque on envoie les personnes en consultation neurologie après rhumatologie, on peut avoir effectivement, même si c'est pas 6 mois, parce qu'en insistant, on peut peut-être arriver en 1 semaine, mais avoir des avis différents. Et enfin, la question que je voulais poser, qui va peut-être m'attirer des foudres, c'est lorsque on voit en colonie de vacances des enfants, notamment dans la région Limousin, où il y a énormément de tiques. Ils peuvent être piqués par plusieurs tiques. Et est-ce que la rougeur, est-ce qu'il y a 2 cm, 1 cm? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une prescription d'antibiothérapie large dans ce cas-là? Je parle pour les enfants, les femmes enceintes. Bien sûr que ça va en contradiction avec ce qu'a dit le professeur Troutman, puisque il semblerait que l'antibiothérapie va entraîner des problèmes de réaction immunitaire retardée et va diminuer les tests. Merci. Merci. Madame Puissat. Merci, Monsieur le Président. Alors, très rapidement, peut-être dernière question. Moi, j'étais venue à ces tables rondes fortes d'un certain nombre de questions et j'avais même interrogé un certain nombre de personnes qui étaient concernées parce que, comme l'a dit Madame Doineau, on est beaucoup interpellés sur cette maladie. Et j'avais prévu de parler du professeur Luc Montagnier et Madame Carzola, le docteur Carzola, avait finalement répondu. Donc, j'avais rangé ma question, mais j'avais indiqué aux personnes qui voulaient poser cette question qu'on était retransmis en direct, qu'elles pouvaient regarder sur le site Public Sénat cette intervention. Et lorsque Madame Carzola parlait, la même personne qui m'avait demandé de poser la question disait « ce qu'elle dit est faux ». Donc, pour revenir sur ce que vous indiquiez, Monsieur Troutman, et sur les controverses, parce que finalement, quand vous énoncez le fait qu'un certain nombre de personnes énoncent un certain nombre de contre-vérités et que vous leur en vouliez beaucoup, une fois qu'on s'est dit ça, on n'a finalement pas dit grand-chose. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, de la part des parlementaires que nous sommes, sur ce qui peut concerner les fausses informations, un certain nombre de textes de loi ou d'appuis qui puissent vous aider sur un certain nombre de vérités en la matière ?
Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président. J'ai évoqué dans la table ronde juste avant les problématiques qui étaient liées d'une part au diagnostic, mais aussi au diagnostic clinique et aussi au signe clinique. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une étude comparative entre les différents tests existants? Pourquoi? Parce que dans les établissements publics de santé, pour faire ces tests, ils sont contraints de faire des marchés publics. Or, il n'y a pas d'éléments de comparaison. La plupart du temps, les critères ne tiennent pas compte de la pertinence du test. Et on a, évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de faux négatifs. On pourrait aussi avoir des réactions croisées pour des faux positifs. Et concernant les signes cliniques, nous avons connu, par exemple, récemment, enfin, il y a quelques années quand même, les problématiques de chikungunya. Et quand on regarde les signes cliniques, ce sont les mêmes et ce n'est pas spécifique à la maladie de Lyme non plus. Donc là, il faudrait peut-être que les laboratoires qui font l'examen, bon, la plupart, on va ensuite dans les centres de référence, c'est vrai, mais aient la possibilité de proposer des tests pertinents pour aider au diagnostic en tout cas. Merci. Et enfin, Monsieur Arnel. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour vous remercier toutes et toutes pour vos interventions, vos informations et parfois vos questionnements également sur cette maladie de Lyme. Je voudrais pour ma part préciser une mention particulière pour le biologiste qui a mis l'accent sur les difficultés d'aide au diagnostic. Et plusieurs de mes collègues ont parlé, ou même des chercheurs et des professionnels, des faux positifs, des faux négatifs. Et tout à l'heure, Madame Imbert et puis ma collègue Véronique disaient, est-ce que ce n'était pas une possibilité d'étendre tout de suite le Western blot au test négatif. Mais si on généralise ça, ça voudrait dire aussi que pour l'ensemble des autres maladies, on fasse la même chose. Alors, quid du dérapage? Mais ce que je voudrais dire par cela, c'est que personne n'a parlé de ce que nous appelons, je ne sais pas si le terme est approprié pour la maladie de Lyme, de la durée d'incubation. À quel moment faut-il faire le test pour qu'il soit efficace, ou en tout cas qu'il réponde à la demande? Et puis, d'autre part, au risque de me tromper, mais il me semble rare d'avoir eu autant de divergences entre professionnels sur un tel sujet. J'ai entendu des mots très forts à l'égard de certains chercheurs. Et puis, c'est pour moi la preuve que tout n'a pas encore été élucidé sur la maladie, hein, et qu'il reste encore du chemin à parcourir. Alors, chez moi, on a tendance à dire, et je voudrais m'en faire mienne pour une forme de conclusion sur mes questions, c'est pourquoi autant de divergences entre professionnels? Et puis, dans une histoire, il y a toujours non pas 2 versions, mais 3. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, et il y a la vérité. Je voudrais savoir si effectivement, la maladie de Lyme est une pure invention et où se situe la vérité pour le patient. Merci. Donc, je vais vous laisser la parole les uns après les autres jusqu'à 13h. Aucun autre sénateur ne prendra la parole. Et pour revenir un petit peu sur M. Arnel, je vous rappelle une phrase de Clémenceau qui disait que lorsqu'il y a 3 Français autour d'une table, il y a au moins 2 partis politiques. Professeur, on commence par vous. Merci. Alors, bon, il y a beaucoup de questions. On s'attendait à ça parce que c'est un sujet qui justifie d'ailleurs toujours de nombreuses questions parce que au-delà des divergences, il reste, il faut le reconnaître, dans cette pathologie, un certain nombre d'inconnus. Où est la vérité sur la maladie de Lyme? En tout cas, je crois que personne autour de cette table n'a nié l'existence de la maladie de Lyme. Le périmètre sur lequel on met ce nom peut être différent entre les maladies vectorielles lactiques, certaines d'entre elles, une d'entre elles due à un agent pathogène particulier. Il peut y avoir sur le périmètre effectivement des divergences.
Je reviendrai après sur le problème du diagnostic et de la sérologie. Mais je crois que ça, au moins, sur la maladie de Lyme, tout à chacun s'entend à reconnaître qu'il existe effectivement des signes en lien, en tout cas, avec Borrelia burgdorferi et qu'un traitement, alors pour là encore voir que le traitement n'est pas forcément univoque, mais qu'un traitement peut être proposé. Alors ceci amène à la problématique de la sérologie et du diagnostic sur lequel les questions ont été plus que nombreuses, puisque je dirais, vous avez parlé du Western blot, de la PCR, du sang, du LCR, des tests urinaires, des bactériophages, des QTPS, des autotests. Je serais incapable, d'une part, dans le temps qui m'est imparti, de répondre à chacune d'entre elles, et d'autre part, je reconnais qu'étant clinicien, et ce n'est pas forcément moi qui suis le plus légitime à répondre à ces questions biologiques. Je redis simplement la vision du clinicien que je suis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont... Répondre, je sais que vous auditionnerez l'ANSM plus tard. Il y a des tests qui sont aujourd'hui reconnus, en tout cas en France. Pas non plus encore à moi de discuter des modalités de cette reconnaissance, mais en tout cas qui sont reconnus. Et pour répondre à une de vos questions, madame, les tests que nous utilisons en particulier à l'hôpital sont des tests estampillés. À juste titre ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas, voilà. Donc on a en tout cas une certaine reproductibilité dans la mesure où les tests qu'on utilise sont des tests qui bénéficient de cette même estampille et amènent à la même chose, avec la réserve que ce qu'on cherche, je le redis, c'est Borrelia burgdorferi et pas forcément d'autres pathogènes. Après, sur les autres tests, alors est-ce qu'il vaut mieux faire le sang, le LCR? Le LCR, il y a une place tout à fait particulière, mais seulement s'il y a des formes neurologiques. On peut faire du prélèvement sur liquide articulaire, on peut, en fonction des situations, faire ou ne pas faire. Pour les autres tests que vous avez évoqués, je dirais simplement, là, en tant qu'utilisateur et que clinicien, aujourd'hui, je ne dispose pas, moi, dans ma pratique, d'une validation qui justifie que je les utilise en premier lieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y réfléchir en termes de recherche, et la recherche doit nous permettre de les positionner, mais pour autant, aujourd'hui, dans ma prise en compte du patient, dans son entièreté et au vu de ce que sont les recommandations et les connaissances actuelles, il est vrai que je n'ai recours qu'aux tests qui sont recommandés et validés. Ça peut être aussi l'objet, bien sûr, d'une discussion. Dépistage plus large que simplement Borrelia, je pense qu'on en a discuté, et c'est un sujet en soi que de savoir ce qu'on va dépister. Mais là encore, avec un bémol en tout cas de ma part, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver, y compris chez des patients, si on cherche plus largement, des anticorps contre d'autres pathogènes éventuellement transmis par les tiques. Pour autant, sont-ils responsables d'une symptomatologie, et si oui, laquelle? Et après, justifie-t-il un traitement qui est le même? S'ils sont bactériens, on peut s'interroger sur la place des mêmes antibiotiques, mais dès lors qu'ils sont viraux, très clairement, on est dans un autre sujet. Donc, je pense qu'il faut faire tout ça pas à pas pour éviter d'avoir des prises de décision ou des généralisations qui n'auraient pas forcément de sens, y compris pour le patient. Forme chronique ou tardive, pareil, je ne veux pas relancer la politique. Pour moi, très clairement, on parle de forme tardive ou de découverte tardive. Je suis d'accord que je ne suis pas d'accord avec vous, il n'y a pas de souci sur le sujet, mais la chronicité de la pathologie ne m'apparaît pas aujourd'hui comme une réalité établie, même si certaines publications disent blanc, d'autres disent noir, peut-être, mais en tout cas, moi, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas, en tout cas, acquis cette conviction. A été discutée en particulier la problématique des patients qui présentent des anticorps, qui présentent des signes cliniques, et de se dire, est-ce que si on a à la fois des anticorps et des signes cliniques, systématiquement, c'est un Lyme et rien d'autre? Je dirais bien sûr que non. Bien sûr que non. Dans l'ensemble du faisceau de signes cliniques qu'on prend en compte, ça peut orienter dans différentes hypothèses épidémiologiques, enfin, étiologiques dans lesquelles est la maladie de Lyme. La présence d'anticorps permet de retenir, entre autres, ces hypothèses, mais n'emporte pas la décision du médecin qui peut se retrouver confronté à d'autres décisions thérapeutiques, puisqu'effectivement, une fois qu'on a été en contact, les anticorps sont là, les anticorps persistent, même si on développe par ailleurs d'autres pathologies intercurrentes qui n'ont strictement rien à voir. Elisa, et vous avez posé la question un petit peu plus généralement de savoir quel est le bon moment pour faire le test. Pareil, je raisonnerai dans le sens inverse, c'est-à-dire que sur une forme cutanée, il n'y a pas besoin du test et il n'y a aucun intérêt à faire le test. Par contre, chez quelqu'un qui se présente avec des symptômes dont je considère qu'ils peuvent être liés à une maladie de Lyme, qui déjà n'est plus en phase primaire mais a évolué depuis un certain temps, dans ces conditions-là, on est forcément à distance de la piqûre qui a transmis, et les études qui ont pu être faites, mais qui là encore seront peut-être discutées, mais les méta-analyses qui ont été publiées en particulier, tente à montrer que dans ces cas-là, la sérologie ELISA n'est pas prise en défaut.
Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle signe le diagnostic. Mais le taux de faux négatif qui nous est annoncé, je ne partage pas ce chiffre. Ensuite, vous avez parlé de formation et de sensibilisation des médecins généralistes. Je dirais à la fois ce que j'ai déjà dit, c'est dans la formation initiale. Il y a un certain nombre de formations et si vous allez au bout des choses, vous constaterez qu'aujourd'hui, y compris dans ce qu'on appelle les formations médicales continues, les EPU, etc., vous avez des formations consacrées à la maladie de Lyme qui font en général ça le comble. Il n'y a pas de souci, c'est un sujet qui intéresse, mais là encore, selon le discours qui y est porté, l'information qui est délivrée n'est pas forcément la même. Alors on a un organisme en France qui est l'Agence nationale du DPC, mais on a des formations qui sont vraiment avec des contenus très très différents et qui sont estampillés l'une comme l'autre. Là, il y a peut-être une interrogation à avoir, mais tant que, entre guillemets, la vérité n'est pas admise par tous, c'est plus compliqué. Mais il y a des formations, et il y a des formations dont les contenus peuvent apparaître très différents. Un point sur l'Allemagne. Vous avez parlé de l'Allemagne. Alors, c'est pareil, je ne suis pas très loin de l'Allemagne, frontalier de l'Allemagne. Quand on regarde les recommandations allemandes faites par la Société d'infectiologie allemande, elles ne sont pas différentes des recommandations françaises. Pour autant, en Allemagne, certains utilisent des tests particuliers. Comme en France, certains utilisent des tests particuliers. Et je dirais que là, il y a un effet loupe. C'est-à-dire que quand on cite l'Allemagne, on cite les endroits où, ce qui n'est pas forcément la majorité de ce qui se passe en Allemagne, qui, pour moi, a une vision qui n'est pas différente de celle qu'on a en France, globalement. Ça ne veut pas dire que certains praticiens n'aient pas, comme en France, une vision différente, mais en tout cas, la vision globale est la même. Pour ce qui est du refus de prise en charge par la sécurité sociale, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet, mais dans mon quotidien, en tout cas. C'est-à-dire que je ne suis pas limité quand je prends en charge des patients, que je respecte, entre guillemets, les séquences telles qu'elles sont programmées, d'avoir des patients qui se trouvent confrontés, dans le cadre de la prise en charge répondant aux recommandations, à des difficultés de recommandation. Les actions ARS, en tout cas, pareil dans l'Est, l'ARS qui a été Lorraine, Alsacienne, Champardonnaise, aujourd'hui Grand Est, organise régulièrement des formations, qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres formations qui aient lieu en parallèle. Pour l'épidémiologie, pareil, je ne vais peut-être pas pouvoir tout détailler, mais on a des cartographies. Je pense que ça vous a été présenté dans la présentation précédente par nos collègues de l'Agence nationale de santé publique. Voilà. On a des choses à la fois en interne à la France et au niveau européen. Que peut-on faire sur l'environnement ? Je dirais que c'est peut-être aujourd'hui un des parents pauvres. Ce n'est pas un élément sur lequel il y a eu le plus de débats sur la façon dont on peut lutter. C'est la lutte antivectorielle, la lutte contre l'éthique, je suppose, que vous évoquiez par là, comme ça a pu exister en termes de réflexion dans le domaine du paludisme. Je pense qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est une bonne solution sur le plan écologique par ailleurs, mais je ne pense pas qu'on ait forcément beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et puis, j'en finirai juste sur l'antibiothérapie, où vous avez parlé de ces enfants qui peuvent se retrouver, je crois que c'est vous, dans le Limousin, où ils peuvent être piqués de façon pluriquotidienne par des tiques dont on sait qu'elles sont porteuses. Faut-il ou non mettre une antibiothérapie systématique ? Là encore, une vision. Le rapport risque-bénéfice de ces antibiothérapies qui, au-delà de l'intolérance immédiate par le patient, pose quand même des questions de pression de sélection et d'écologie, ne nous semble pas justifier d'antibiothérapie systématique, mais au contraire d'une bonne connaissance du médecin et des personnes qui entourent les enfants, de façon à rechercher tout signe éventuel d'un premier érythème chronique, d'érythème migrant, et d'à ce moment-là, pouvoir proposer une prise en charge adaptée. Je vais m'arrêter là. Merci. Je vais juste répondre à quelques questions. Pardon. Premièrement, vous avez vu que chacun est persuadé qu'il détient la vérité, c'est assez clair. Donc ça ne va pas être facile d'évoluer. Pourtant, la médecine, c'est une discipline qui évolue. C'est une discipline qui évolue beaucoup. Certaines pathologies, je vous dirais, moi j'ai appris pendant mes études médicales certaines choses sur certaines pathologies qui ont beaucoup évolué, aussi bien sur leur cause que sur leur traitement. Donc il faut admettre aussi que dans ce domaine, on est dans un domaine mouvant qui va évoluer. Quand vous demandez s'il y a un délai, bien sûr, sur les tests, le premier, le test ELISA, il y a un délai pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, on ne teste pas l'intrusion de la bactérie dans l'organisme, mais la réaction de l'organisme qui va fabriquer des anticorps contre cette bactérie. Donc il y a un délai minimum de on va dire une quinzaine de jours avant de voir positiver, apparaître des anticorps, donc positiver des tests comme le test ELISA, dans le meilleur des cas. Bien sûr. Donc faire une sérologie trop immédiatement après une infection primaire,
ce sera négatif, et c'est inutile, négatif, et ça risque d'être interprété comme un résultat négatif. Donc ce n'est pas une bonne chose. Par contre, il n'est pas évident qu'on ait toujours notion de la date de l'infection primaire. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est de faire des tests dosés des anticorps, 2 types d'anticorps qui ont une cinétique différente dans la production à la suite d'une infection. On parle d'IgM, qui sont des anticorps de production rapide, mais qui ne sont pas très spécifiques en réalité, et d'IgG, qui sont des anticorps plus standards, à apparition un tout petit peu plus tardive, mais avec une durée de production beaucoup plus longue. Et en faisant ces 2 dosages, on va avoir possiblement une capacité d'évaluer, je dirais, le début de la maladie ou de l'infection. Bon, ça, c'est une chose. Il est certain qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Je vais répondre à quoi? Oui. Pourquoi ne pas faire un Western blot ou un immunoblot systématiquement en même temps qu'un test ELISA? Je dis pourquoi pas. Je dis au vu du coût social et même économique de ce que représentent tous ces cas qui posent problème de diagnostic, même de tout ce que ça coûte à la sécurité sociale, soyons clairs. Faire un test ELISA et un test, une immunoblot ou un Western blot, si vous voulez, bien construit, ça coûte très peu cher. On peut même aller plus loin. On peut faire des techniques de PCR, de détection de l'ADN bactérien, d'amplification, comme c'était évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher non plus. Ça coûte très peu cher en réalité. Et ça coûte sûrement peanuts à côté de ce que coûte la prise en charge de problématiques. Le Western blot, il a l'avantage, c'est la même chose. Vous détectez les anticorps sériques d'un individu à la suite d'une infection, mais au lieu d'avoir un spot, un seul endroit où ces anticorps vont se fixer, on va étaler différents anticorps préétablis, pré-ciblés sur un support qui est une bandelette, et on va faire réagir dessus les sérums qui vont aller déposer, je dirais, les anticorps s'ils en ont plus spécifiquement sur un endroit, une bande ou une autre. L'avantage, c'est qu'on peut tester de la sorte plusieurs souches bactériennes. On peut tester de la sorte des protéines qui sont issues des différentes souches de Borrelia, par exemple, de Borrelia. Et ce n'est pas plus compliqué et ce n'est pas plus cher. Et je ne vois franchement pas pourquoi ce test n'est pas en même temps pris en charge. Il est pris en charge si l'ELISA est positif, il n'est pas pris en charge si l'ELISA est négatif. C'est vraiment de l'économie, c'est des bouts de chandelle, je veux dire. Ça, c'est clair, il faut le faire. Quelle question d'autre sur la biologie? C'est le professeur qui a moins parlé, quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai un temps de parole. Absolument. La PCR, c'est pareil. La PCR, c'était une technique qui était sophistiquée en 2004 ou 2005, qui ont été mis en place ces vieilles recommandations. Aujourd'hui, c'est une banalité affligeante, c'est routinier. Ça coûte même le séquençage de séquences assez complètes pour tester à la fois l'espèce de bactérienne, si c'est Borrelia, la souche, ou éventuellement un autre contaminant. Alors il faut bien comprendre que quand on a un résultat comme ça, on a un résultat biologique qui ne répond qu'à la question posée, je l'ai dit. C'est-à-dire que pour autant, vous pouvez détecter la présence d'anticorps contre telle souche bactérienne, ça ne veut pas dire que vous avez pour autant la maladie. Ça a été évoqué, ça aussi. Un test, alors quand vous dites, il y a une chose qui me surprend aussi, ou qui m'a toujours surpris, c'est que cette maladie, on va en établir un dépistage, à défaut d'un diagnostic, sur un seul test. C'est pas fréquent, ça, de dépister une maladie avec un seul test, avec un coup près comme ça, et on dit c'est plus, et on peut continuer à faire des analyses, c'est moins, et on n'en parle plus. Je ne connais pas une seule pathologie dans laquelle, finalement, on n'ait pas plusieurs tests biologiques, plusieurs explorations biologiques, pour voir en quoi se constitue cette pathologie et comment il va évoluer. Voilà. Et puis je dis, on ne fait pas un diagnostic, et je vais laisser la parole parce qu'il y a des gens qui s'impatientent, on ne fait pas, sans doute pour donner leur vérité aussi, on ne fait pas un diagnostic sur un seul test, un diagnostic médical, j'entends bien, sur un seul test biologique. C'est de l'orientation, il y a la clinique bien sûr, évidemment, et puis il y a éventuellement d'autres analyses biologiques, et puis il y a l'évolution, et puis il faut savoir ce qu'on cherche encore. Si on fait une infectiologie primaire, on cherche l'intrusion d'une bactérie et son développement, en réalité on est très souvent dans l'étape, je dis, autre, qui est de tester la réaction de l'organisme, qui est peut-être celle qui est le plus pathogène, notamment dans les formes cliniques.
C'est pour ça que dans les formes chroniques. C'est pour ça que dans les formes chroniques, rechercher à tout prix l'agent infectieux initial, c'est un petit peu illusoire. On teste beaucoup plus en réalité les réactions de l'organisme et les personnalités, les particularités des organismes qui vont orienter vers une infection chronique, parce que tout le monde ne va pas faire une forme chronique d'une pathologie. Et on commence seulement à connaître, mais il faudrait vraiment le chercher un petit peu plus, des études de personnalité génétique, des facteurs de prédisposition génétique, à développer un petit peu un système immunitaire qui va se comporter de façon quelquefois abusive comme ça et qui va donner certaines pathologies. Un système immunitaire qui se développe de façon un petit peu abusive, ça peut aller aussi jusqu'à des problèmes d'auto-immunité, fabriquer des anticorps qui vont éventuellement se retourner contre certains constituants de l'organisme. C'est pour ça que les marges pathologiques contre des maladies chroniques comme la maladie de Lyme chronique et certains processus auto-immuns sont quelquefois très flous et en tout cas ne sont pas du tout étudiés ou pas du tout assez étudiés en tout cas. Voilà, merci. Merci bien. Merci. Merci, je vais essayer d'être court. Ma vérité est la même que celle de mon voisin. J'espère que c'est la vérité scientifique. La vérité du moment. Du moment. Un mot rapidement sur quelques questions techniques. Western blot, optimisé, etc. Yves en a parlé. Oui, ça devrait être mis en première ligne au même titre que les autres. Il y a une idée qui traîne que c'est moins sensible. Ça peut être optimisé d'une sensibilité 100 à 1000 fois, très simplement par ce qu'on appelle la chimioluminescence, qui malheureusement n'est pas présent dans les tests commerciaux actuels. Donc un test Western blot bien traité est extrêmement sensible, extrêmement révélateur. PCR, j'en parlerai pas. Nanotrap, c'est quelque chose qui est apparu en 2017 venant des États-Unis sur les urines. C'est tout neuf, je pense qu'il n'y a pas le recul nécessaire, mais effectivement, tout le monde en dit que du bien. Les tests de transformation lymphocytaire, les LTT, ça a été discuté en long, en large à la Haute Autorité de Santé. Ça n'a pas été retenu comme fiable, pas plus que les autotests. Quelqu'un a mentionné parmi vous un test russe, je crois, de bioénergétique. Bon, là, je vais faire court, on est dans la pensée magique. Hein. Il en va de même pour ce que préconisent certains sites allemands très célèbres où les gens vont faire des déplacements qui leur coûtent des milliers et des milliers d'euros. On n'est pas très loin de la pensée magique aussi. Je pense qu'il y a des spécialistes en France qui évitent le déplacement et les frais d'hébergement onéreux de certaines cliniques allemandes. Je dis carrément, on peut trouver ça. Refus de soins de prise en charge par la Sécu, effectivement, ce n'est pas le cas. Sauf que, un point, dans les co-infectants parmi les plus fréquents, enfin ça se discute, il y a la Babesia. Et par un tour de passe-passe que je ne commenterai pas, le diagnostic Babesia a été déremboursé ou est déremboursé depuis une petite année. Il faut rembourser le diagnostic Babesia. Il faut le re-rembourser. Il n'y a pas de raison. Alors, c'est peut-être pas très fréquent. On dit la Babesia tout seul n'existe pas, patati patata. Il y a des formes chroniques qui émergent. Je discutais avec l'école vétérinaire de Nantes il y a 2 jours, ou avant-hier, ou hier. Ils ont des nouvelles Babesia pathogènes qui marchent toutes seules. Donc, il faut vraiment Babesia soit pris en charge par la Sécu au niveau du test. Babesia, il ne faut pas oublier, chez l'animal, c'est la pyroplasmose. C'est une pathologie qui existe. Voilà. Des gens qui sont séropositifs, pas malades, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas les traiter. Et là, je crois que ça rejoint ce que disait Yves. On a certainement une composante génétique énorme sous ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se débarrassent très facilement de la maladie, qui sont séropositifs, qui font une bonne réponse, même sans antibiotiques, c'est réglé, qui ne seront jamais malades. Et inversement, vous avez des gens qui ne voient pas la bactérie et qui vont sombrer au fil des années dans la maladie que j'appelle chronique. Et suivant la loterie de la génétique, vous êtes dans un cas ou dans l'autre, ce qui explique que certaines familles ont un nombre important de patients chroniques et d'autres sont multipliés et sont parfaitement en bonne santé. Un dernier point, puis j'arrête. L'écologie. Je crois que l'écologie a été financée pas mal dans les années 2014-2015. Les gamins en colonie de vacances, je ne sais pas, mais je vous donne quand même un chiffre qui est sorti en septembre dernier. 30% des nouveaux infectés sont des infections qui ont lieu dans les jardins. Donc les gamins, voilà. Juste un mot sur l'écologie. Il y a quand même il y a des populations comme les forestiers
les randonneurs qui sont très intéressés par ces problématiques-là. L'INRA s'intéresse beaucoup à l'étude quand même des maladies de Lyme. Ouais, c'est étudié. Et c'est quand même de plus en plus pris en compte et étudié. Alors moi, je ne détiens pas la vérité sur la maladie de Lyme, et je pense que personne ne la détient. Tout ce que je revendique, c'est l'importance de la méthode scientifique, c'est-à-dire, d'une part, que quand on avance des nouveaux résultats, on le fait de façon rigoureuse, dans des conditions qui peuvent être produites par d'autres, et au moment de la publication, c'est vérifié par d'autres qu'on n'a pas raconté n'importe quoi. Deuxièmement, quand on fait une revue, on tient compte de tous les résultats disponibles, on ne sélectionne pas ceux qui nous intéressent. Donc je crois à la puissance de la méthode scientifique et je la respecte, mais je sais très bien que c'est une question trop complexe, maladie de Lyme, pour qu'on puisse dire actuellement il y a une vérité, il n'y en a pas, en tout cas moi je n'en ai pas. Alors je me suis aperçu qu'à propos des antibiotiques, M. Chassin, j'ai dû dire quelque chose qui était mal compris, donc merci de votre question, ça me permet de rectifier. Au moment où on vient d'être infecté, on sait qu'il y a un érythème migrant ou un truc comme ça, le traitement qui est recommandé, qui est de 1 ou 2 semaines, c'est le traitement approprié. Et en général, son efficacité est totale, quand on agit tout de suite. Ce que j'ai dit sur les traitements de longue durée concerne les formes tardives. Et donc là, je m'adresse à M. Rabault. Moi, je n'ai pas la religion du terme maladie chronique ou plutôt que tardive. La sémantique ici, dans ce cas-là, ne m'intéresse pas. Tout ce que je dis, c'est que c'est sans doute des gens qui hébergent la bactérie depuis longtemps, qui ne s'en sont pas débarrassés. En général, d'ailleurs, ça ne donne pas une maladie chronique stable, mais des poussées, des disparitions, etc. Donc, bon, peu importe que ce soit chronique ou tardif, il y a des gens qui souffrent de la persistance d'une bactérie dans leur organisme. Concernant une question sur les autres pays, comment ça se passe, je ne sais plus qui l'avait posé. Bon, je prendrai juste l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a des travaux de recherche d'une grande importance pour moi qui ont été faits, qui montre par exemple que la doxycycline, qui est l'antibiotique le plus répandu, utilisé de façon la plus courante, il n'est pas le seul pour le traitement, la doxycycline est efficace contre la forme spirochète de Borrelia, mais pas du tout contre la forme dormante. Donc ce papier qui date de 2014, et puis il y a eu des confirmations après, montre bien qu'à l'évidence, comme pour la tuberculose, il faut un cocktail d'antibiotiques pour viser les 2 formes, peut-être 2, peut-être 3, ce qui n'est pas le traitement standard. Ce qui souligne une fois de plus l'importance qu'il y aurait à ce qu'il y ait de la recherche qui soit faite, pas seulement aux États-Unis. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un tel blocage sur la possibilité de faire de la recherche en France sur ce sujet. Il y a actuellement, en ce qui concerne les tests et les traitements, sur les dernières années, sur les 10 dernières années, il y a eu un seul projet que j'ai vu passer, j'ai bien regardé, qui a été mentionné par je ne sais plus qui sur les tests cutanés. Effectivement, je l'ai repéré, celui-là. C'est un projet qui a été financé en 2016 et qui est mené par Nathalie Boulanger à Strasbourg, et qui disait que ce serait sans doute intéressant de voir si dans la peau de gens qui ont une forme chronique, on arrive à observer la présence de la bactérie. Donc ça a été annoncé en 2016. Cette équipe-là, dont je surveille la production, a sorti plusieurs papiers depuis et aucun sur cette question. Donc je ne sais pas où ils en sont. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'en ce qui concerne les tests, il faille rechercher la bactérie directement, soit par PCR, donc son ADN, soit en microscopie, et ne pas se contenter de la sérologie. Ça serait très important. Ça ne sert à pas grand-chose de le regarder dans le sang, puisqu'on sait que la bactérie n'y est pas. Donc il faut trouver d'autres endroits où le prélever. Je pense que la peau est un bon endroit. Vous m'avez posé une question sur Luc Montagnier. Je pense que M. Montagnier fait exactement partie des gens lui, il a décidé de se situer en dehors de la science. Quand il a commencé à parler de la mémoire de l'eau, etc., depuis ce moment-là, il n'a plus fait une publication scientifique qui soit reconnue, validée par des pairs dans des journaux où il y a avec comité de revue, etc. C'est fini. Donc, il dit, je suis prix Nobel et je vous dis quelle est ma vérité, la vérité. Bon, d'autres gens le croient. Et moi, je dis, il a décidé d'être hors science.
il n'y a pas besoin de texte de loi. Hein. Pour moi, il est juste hors jeu. Ça ne m'intéresse plus ce qu'il déclare. Voilà, parce que la méthode scientifique, c'est qu'on dit aux autres scientifiques, vérifiez si ce que j'ai dit est correct. Lui, il dit non, je sais. Ça, c'est une méthode qui ne peut pas... Bon, il faut que ma voisine ait aussi un petit peu de temps pour répondre, donc j'arrête. Merci bien, c'est gentil. Alors, au risque d'être en désaccord avec mes collègues ici, je trouve que les outils actuels qu'on nous propose pour le diagnostic de la maladie de Lyme, si tant est qu'on parle que de maladie de Lyme, sont des outils qui sont performants quand on les applique à bon escient et dans la bonne forme clinique. Alors, on l'a dit, ça a été dit, la cinétique d'apparition des anticorps fait que il y a une période où on n'en a pas, donc nos sérologies sont négatives, mais on a la clinique qui nous aide. Et ensuite, dans les autres formes cliniques de Borrelia, on a différents outils à notre disposition. On a parlé de la sérologie, on a parlé de la PCR, qu'il faut là aussi interpréter prudemment. On a des anticorps positifs dans la sérologie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade de borréliose de Lyme. On a une PCR positive, ça ne veut pas dire non plus qu'on est malade de la borréliose de Lyme. Donc là aussi, il y a des limites dans l'interprétation de la PCR, et cet outil-là, dépendant de là où on l'applique, le liquide céphalorachidien, le liquide articulaire, la peau, elle a des performances très différentes et parfois moins bonnes que la sérologie. Donc voilà, on a un panel d'outils, on a aussi la synthèse intrathécale d'anticorps dans le LCR, qui, quand on les combine et qu'on les applique aux différentes phases de la maladie, nous apportent des réponses. Et on sait, parce que M. Rabault vous l'a dit tout à l'heure, plus on avance dans le temps dans la maladie, plus les outils sont performants, et on arrive même à dire qu'au bout d'un certain nombre d'années de signes d'évolution clinique, quand la sérologie reste négative, ma foi, peut-être que la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la borréliose de Lyme pour expliquer les symptômes ? Donc ça, c'était ma première remarque. Ensuite, parfois, les textes diagnostiques, on les répète, mais parfois, on ne les répète pas. Alors, il y a beaucoup d'analogies qui ont été faites au VIH là, depuis le début de l'audition dans le dépistage. Et pour le coup, le vrai dépistage du VIH, puisque dans le Lyme, on ne dépiste pas vraiment, puisqu'on a des gens malades. Donc, quelque part, ils ne sont pas asymptomatiques. Donc, on ne fait pas vraiment du dépistage. Je trouve que ce terme n'est pas le bon terme. Donc, dans le VIH, en revanche, on fait du dépistage chez des patients asymptomatiques à risque. Et en fonction de la date de la prise de risque, on interprète la sérologie. Et si la sérologie est négative et qu'il n'y a pas eu de risque pris dans les 1 mois ou plus large 3 mois précédents, la sérologie négative est négative et il n'y a pas lieu de la répéter. En revanche, et c'est la même chose pour la maladie de Lyme, si on a une sérologie négative mais une exposition à risque récente ou des symptômes débutants qui nous font penser que peut-être c'est, la conviction clinique l'emporte et on répète la sérologie, et 4 semaines, 6 semaines plus tard, et là, si elle reste négative, au docteur de s'interroger sur quelle est l'autre hypothèse diagnostique qui pourrait expliquer. Si elle se positive, on prend en charge les patients de la façon recommandée. Alors, ça vient de sonner les cloches. Ensuite, juste un petit mot, mais parce que là non plus, je ne suis pas entomologiste, mais pour tout ce qui est de la prévention primaire, alors, l'environnement, je ne vais pas en parler, de ce que j'ai entendu, lu et communiqué avec les gens de l'INRA. Il y a quand même beaucoup de réflexions qui se font au niveau des jardins, effectivement, et des espaces publics aussi dans les villes, parce qu'effectivement, on rapporte des piqûres de tiques dans ces lieux-là, les jardins et les espaces publics où les enfants vont. Et donc, il commence à y avoir des réflexions et des travaux et des conseils. Alors, ce n'est pas des travaux scientifiques, mais des conseils proposés pour l'entretien des jardins notamment, les jardins qui sont en bordure de forêt, puisqu'on sait que la population des cervidés, les chevreuils, etc., sont des animaux qui permettent la multiplication des populations de tiques. Ce n'est pas des réservoirs stricto sensu, mais ils apportent les tiques dans les jardins. Donc, mettre des barrières, entretenir les herbes basses pour éviter effectivement que les tiques puissent monter et se mettre à l'affût et puis piquer les enfants notamment. Et puis aussi éviter, dégager les sols pour éviter qu'il y ait une litière favorable aux tiques qui vont souvent se mettre sur le sol parce qu'elles sont très sensibles à la dessiccation. Donc il y a déjà des propositions qui sont faites. Après, pas tout. Pour plus large sur l'environnement, aux États-Unis, il y a des recommandations pour l'utilisation de pesticides, etc., qui ne sont pas encore recommandées en France ou qui ne le seront pas. Il y a toute la problématique écologique qui est liée, sur laquelle je ne suis absolument pas compétente pour répondre.
Merci beaucoup. Donc, je pense qu'à la fin de la matinée, on est plus instruit qu'au début de la matinée. Un petit peu toujours dans le doute. Ça, c'est autre chose. Et juste une chose sur M. Montagnier, il a 86 ans. À cet âge-là, on peut peut-être un peu perdre la raison. Merci et bonne journée.